Merci Yves pour cette invitation. Je suis ravi d'avoir eu ces échanges avec toi et j'espère que ça va durer. Donc je vais essayer aussi de respecter en fait l'état d'esprit de ces conférences, intitulées par Yves Agide justement Science, Art et Culture. Alors il y aura de la science. Vous avez compris, cette science, ça sera essentiellement des neurosciences et de la neurophysiologie en particulier, et en particulier dans la neurophysiologie, l'électrophysiologie. Il y aura de l'art. Alors l'art, ça sera de la littérature. En particulier avec le roman gothique au sens romantique du terme de Mary Shelley, que vous connaissez tous, j'imagine, qui s'appelle Frankenstein ou le Prométhée moderne. Et puis la culture. Bon, je ne sais pas ce que c'est que la culture, mais j'ai comme le sentiment que c'est quelque chose que l'on crée ensemble. Donc la culture, je pense, c'est ce qui émergera à la fin de cette présentation quand on aura l'occasion de discuter tous ensemble. Alors vous êtes bien installés, alors je vais vous proposer un voyage. Et un voyage entre deux maisons qui apparemment n'ont rien à voir l'une avec l'autre, ni d'un point de vue architectural, ni d'un point de vue culturel. La première maison, c'est cette somptueuse villa qui se trouve toujours, d'ailleurs elle est toujours debout cette maison, elle se trouve au bord du lac de Genève en Suisse, c'est la villa Diodati. Et le temps de cette maison qui nous intéresse, c'est l'été 1816. Alors c'est un été pourri. Pourquoi ? Parce qu'il y a un volcan gigantesque qui a explosé l'année précédente à l'autre bout de la Terre et qui a complètement changé la météo. L'été est pourri et dans cette maison, au cours de cet été, se trouve une bande, je dirais, un groupe d'intellectuels anglais un peu rebelles qui sont là en villégiature. Ça, c'est le point de départ. L'arrivée, c'est l'Institut du cerveau. Voilà, c'est la maison dans laquelle vous êtes aujourd'hui, qui a été donc pensée, créée par le professeur Yves Agide. Et notre but ici, ça va être, au cours de ce voyage, de voir comment ces deux maisons vont rentrer en résonance d'un point de vue culturel et scientifique. Qui était présent dans cette maison au cours de l'été 1816 ? Des gens prestigieux, des gens merveilleux, des grands artistes. Alors il y avait notamment le poète maudit Percy Shelley, avec sa jeune compagne, Mary Godwin. Ils n'étaient pas encore mariés à l'époque, donc je ne peux pas l'appeler encore Mary Shelley. Ils vont se marier quand ils vont retourner en Angleterre. Puis il y avait leur mentor ici, un autre poète anglais, vous connaissez aussi, Lord Byron. Puis il y avait un quatrième personnage dont on ne va pas parler, mais qui est d'importance, mais on n'aura pas le temps. C'est John Polidori, c'était le médecin, le secrétaire et le souffre-douleur de Lord Byron. Donc ils sont là tous ensemble, ils s'ennuient un peu parce que le temps est mauvais, donc ils se baladent, etc. Et puis ils tombent, incidemment, ils tombent sur un recueil de nouvelles qui se trouve ici, là, que visiblement le locataire précédent de la maison avait abandonné sur une cheminée. Et ce recueil de nouvelles s'appelle Phantasmagoriana. Alors c'est un recueil de nouvelles fantastiques, un petit peu d'épouvante, avec des spectres, des fantômes, etc. Ils le lisent à haute voix. Ils le lisent d'ailleurs, la version française qui est là. C'est un recueil de nouvelles allemandes, mais ils le lisent en français. Ils parlent tous les trois français très très bien. Et puis Lord Byron décide de lancer un défi à la cantonade. Il lance le défi, chacun d'entre nous va écrire une histoire de fantôme. Et en fait, ce défi a été l'amorce en fait, du roman de Mary Shelley. Alors, Marie, en fait, elle manque un peu d'inspiration. Et puis une nuit, et on sait exactement la nuit, elle le dit, on connaît même l'heure exacte, vous allez voir, la nuit du 15 au 16 juin 1816, elle est couchée dans sa chambre et elle a une vision. Elle a une vision les yeux fermés, mais cette vision visuelle est extrêmement intense. Extrêmement intense, elle la bouleverse profondément. Et qu'est-ce qu'elle voit ? Elle voit un corps qui est vraisemblablement composé de fragments de cadavres humains. Donc ce corps est agité de mouvements un peu désordonnés. Voilà. Et puis à côté de ce corps se trouve un jeune homme très pâle. Et elle comprend dans sa vision, c'est ce qu'elle ressent en tous les cas, que le jeune homme en question est celui qui a créé cette créature composée de cadavres humains. Donc vous avez compris, hein, cette créature, c'est la créature du roman, et le jeune homme en question, c'est le docteur Frankenstein. Alors on sait l'heure exacte, en fait, et ça on le sait grâce à des astronomes texans qui se sont amusés à calculer. Parce qu'en fait, Mary Shelley, dans le roman, dit que la lumière de la Lune, en fait, inonde la chambre au moment où elle a cette vision. Donc ils ont calculé, en connaissant le jour, ils ont calculé à quel moment la Lune pouvait inonder la chambre de Mary Shelley, et ils ont trouvé entre 2h et 3h du matin. Donc elle a cette vision.
Et dans une des introductions de son roman, la deuxième version en 1831, elle va commencer à nous expliquer éventuellement l'origine scientifique et médicale de cette vision. Qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous dit peut-être un corps pourrait être réanimé. Intéressant, déjà à l'époque, on parlait de réanimation. Le galvanisme avait déjà montré que de telles choses étaient possibles. Peut-être les parties d'une créature pourraient être fabriquées, réunies, puis emplies de chaleur vitale. Cette phrase-là, vous allez voir, elle va faire écho avec beaucoup de choses que je vais présenter par la suite. Alors quel est ce galvanisme qui, d'après Marie Shelley, serait capable de réanimer les morts? Et là, on va être obligé de faire un peu d'histoire des sciences. Pourquoi? Parce que le galvanisme a été véritablement une révolution scientifique au même titre que la révolution copernicienne, mais appliquée à la physiologie et à la neurophysiologie en particulier. La physiologie de l'époque, et jusqu'au milieu du XVIIIe siècle, était dominée de manière très autoritaire, si l'on peut dire, par René Descartes, qui avait, dans un ouvrage, Le Traité de l'homme, publié à titre posthume en 1662, avait proposé un édifice absolument somptueux, théorique, qui explique comment l'âme peut interagir avec le corps et provoquer des comportements. Alors la théorie, je vais vous la résumer. La théorie, c'est voilà, donc il y a l'âme immatérielle. René Descartes est extrêmement croyant, vous le savez. Donc pour lui, le problème, c'était de réconcilier sa croyance, et sa croyance notamment en une âme immatérielle, avec le fonctionnement mécanique de l'individu. Donc il va proposer, de manière extrêmement élégante, que l'âme va interagir avec une glande qui se trouve au centre du cerveau, qu'on appelle la glande pinéale, qui est une structure centrale et unique dans le cerveau. C'est un peu pour ça qu'il l'a choisi d'ailleurs. Et qui appartient à un groupe qu'on appelle le diencéphale. Et cette glande, sous l'impulsion de l'âme, va déplacer un gaz très subtil qu'on appelle des esprits animaux. C'est un gaz très subtil qui va pénétrer certains nerfs qui, pour lui, sont des tubes creux. Et en pénétrant ces nerfs qui sont des tubes creux, ces esprits animaux vont parcourir les nerfs, remplir les muscles correspondant à un mouvement donné, en relation avec ce qui s'est passé dans l'environnement, et provoquer la contraction musculaire et le mouvement. Ça, c'est l'édifice physiologique sur lequel tout le monde se base jusqu'au milieu du XVIIIe siècle. Et puis, en fait, un jeune physiologiste hollandais, beaucoup moins connu que Descartes, Jan Swammerdam, va bouleverser complètement et réduire en cendres cette théorie de René Descartes sur les esprits animaux. Alors, il va faire une série d'expériences. Et c'est intéressant, c'est que les premières expériences qu'il a faites, qui vont bouleverser la physiologie, il les a réalisées à Paris, en fait. Donc il vient à Paris, et puis là, je vais vous présenter une de ces expériences qui, pour moi, est peut-être l'une des plus belles expériences de la physiologie, parce qu'elle est extrêmement simple, et elle va changer le monde de la neurophysiologie, bien sûr. Alors, qu'est-ce qu'il a fait ici, Jan Swammerdam? Ça, c'est une enceinte en verre, avec un piston ici. Puis il va insérer dans cette enceinte en verre un muscle, et il va conserver le nerf connecté au muscle, un nerf moteur, qui contient au moins ce qu'on appelle des axones moteurs. Donc il a cette préparation ici du nerf avec le muscle. Et puis, dans un petit prolongement fin ici du tube en verre, il va insérer une toute petite goutte de liquide. D'accord? Ça, c'est l'idée géniale, en fait, de cette expérience. Il va stimuler le nerf. Et si l'on en croit la théorie de René Descartes, si on stimule le nerf, les esprits animaux, ce gaz subtil qui se trouve présent à l'intérieur du nerf, va parcourir le nerf, pénétrer à l'intérieur du muscle, et provoquer la contraction en augmentant son volume. D'accord? Et si le volume du muscle augmente, qu'est-ce qui se passe avec la goutte de liquide? Elle va remonter. Eh bien, cette goutte de liquide n'a pas bougé. Il va refaire d'autres expériences et cette goutte ne bouge pas. Donc les esprits animaux de René Descartes, c'est très simple, n'existent pas parce que sinon cette goutte de liquide se serait déplacée. Mais la question est toujours là. Qu'est-ce qui est responsable du fait que quand on stimule un nerf, on va provoquer la contraction d'un muscle? Et ça, la réponse, on va l'avoir par un autre révolutionnaire de la physiologie, Luigi Galvani, qui va commencer des expériences absolument sensationnelles au début des années 1790. Et il va mettre au point une préparation, qui est une préparation extrêmement efficace, que certains physiologistes dans l'assistance ont utilisée pour apprendre justement la neurophysiologie aux étudiants, qui consiste à décapiter des grenouilles. Donc les grenouilles ont beaucoup souffert à cause de la physiologie. Donc il va décapiter des grenouilles et avoir des préparations qui ressemblent à ça, c'est-à-dire une grenouille sans tête, dans laquelle il a préservé la moelle épinière, il a préservé les nerfs et surtout les pattes.
Donc il peut stimuler tranquillement les nerfs et regarder qu'est-ce qui se passe au niveau de la musculature des membres inférieurs. Donc il va faire des stimulations, mais pas n'importe quelle stimulation. Et c'est là le coup de génie de Galvani. Il va faire des stimulations électriques. Alors, au début, ces stimulations sont extrêmement rudimentaires. Il va les stimuler avec ce qu'on appelle un arc bimétallique. Donc c'est très très simple. Il va utiliser deux métaux différents. Il va poser ces deux métaux différents à la surface du nerf. Vu que les métaux sont différents, ça va provoquer le déclenchement d'un courant entre ces deux métaux quand il le pose sur le nerf, qui est un tissu conducteur, hein, ça conduit l'électricité. Le courant va parcourir le nerf, et quand ça parcourt le nerf, il va y avoir un effet d'excitation qu'on ne comprend pas à l'époque, mais cette excitation va finir par provoquer la contraction musculaire. Donc voilà Galvani, c'est ça dont parle Marie Shelley, hein, qui va être capable d'animer, hein, ici, des pattes de grenouilles, de grues qui sont manifestement mortes puisqu'elles n'ont plus de tête. Donc on est au début des années 1790, et là il y a une folie qui va se prendre chez les physiologistes et chez les médecins, et le galvanisme va déferler sur toute l'Europe. Donc tous les médecins, les physiologistes, voilà, tous ceux qui sont ici, tous mes collègues, si on était de l'époque, on aurait tous une pile sous le bras et on irait stimuler tout ce qu'on peut, des fragments de cadavres, différents types d'animaux, etc. Mais celui qui a fait les expériences les plus extraordinaires probablement, c'est le neveu de Galvani, c'est Giovanni Aldini. Alors Giovanni Aldini, il est parti en tournée dans toute l'Europe, et j'ai appris récemment qu'il est venu dans cet hôpital faire des démonstrations de stimulation galvanique, mais lui, il va utiliser, parce qu'il a eu la chance de faire sa tournée un peu plus tard en fait, les premières piles qu'avait fabriquées Volta. Donc il a là ici un outil technique beaucoup plus puissant que les arcs bimétalliques de Galvani et qui va pouvoir délivrer des courants beaucoup plus intenses. Donc il part avec sa pile, voilà la pile de Giovanni Aldini, et puis il va traverser l'Europe, il vient à Paris. Qu'est-ce qu'il fait à Paris? Il va à l'école de médecine, et si vous passez rue de l'école de médecine, vous voyez, il y a une école de médecine dans cette rue, il y a une cour à l'école de médecine, et bien dans la cour de cette faculté, il a décapité un cheval et réalisé des stimulations électriques de la tête du cheval et provoqué des contractions de la tête du cheval. Puis il va aussi stimuler, et c'est ça qui est important peut-être aussi pour l'histoire de Marie Shelley, il va stimuler des fragments de corps humains et même des corps humains entiers. Alors là, il va faire preuve énormément d'imagination. Ça, c'est un exemple des différents types de stimulation qu'il a réalisés. Donc, par exemple, il va utiliser des têtes de gens qui ont été décapités, guillotinés. Donc, il va faire des arcs électriques entre deux têtes. Vous voyez, il va même poser ici une électrode sur un cerveau, après avoir enlevé le crâne. Il va créer un arc électrique ici en utilisant la pile pour générer du courant. Et puis quand il fait ça, il va y avoir des mouvements, des muscles de la face, des têtes séparées du corps. Il va aussi faire ce type de stimulation, mais sur des cadavres entiers. Voilà un exemple ici, on va en reparler après. Et puis, il va aussi faire des expériences dont on ne comprend pas véritablement le sens, mais qui sont extrêmement spectaculaires, je dirais même presque surréalistes, qui consistent, il arrive ici, de mettre des têtes bêches, pour le coup, et faire un arc électrique avec une des têtes, et puis ça va provoquer le courant, hein, il met un conducteur entre les deux têtes, le courant passe dans la première tête, passe dans la deuxième, et provoque des contractions musculaires de la face de ces deux têtes décapitées. Donc c'est assez un peu gore, vous voyez. Mais le pire est à venir. Le pire est à venir, vous vous accrochez, je m'excuse, je veux dire des horreurs maintenant, mais il faut tenir le coup encore un peu. Hein. Mais il y a encore pire, non mais pour moi, je ne veux pas vous dévoiler la suite. Donc il part à Londres, parce qu'il a été invité par ses collègues à Londres, chirurgiens et médecins à Londres. Donc il part à Londres avec sa pile, avec ses piles, et puis là il a la chance, entre guillemets, si j'ose dire, enfin pour lui en tous les cas, de l'exécution d'un pauvre gars, en fait, qui s'appelait George Foster, qui avait été condamné à la peine de mort parce qu'il aurait tué sa femme et sa fille. Alors moi, je suis allé voir quand même en fait, les attendus du procès de George Foster, et je peux vous assurer qu'aujourd'hui, George Foster serait probablement acquitté. C'est horrible. Donc, George Foster est condamné à mort, il est pendu, et là, il décide de faire une démonstration devant une assemblée, un peu comme ici, un peu la jet set londonienne qui est présente, et pas que des médecins, hein. Des médecins, mais aussi des artistes, etc. Et puis, il va stimuler le corps de George Foster jusqu'à ce que sa pile ne puisse plus débiter de courant. Et puis, à un moment donné,
il a une idée assez épouvantable, c'est là où ça va devenir un peu trash. Hein. Donc il va mettre une électrode dans l'oreille de George Foster et l'autre électrode, il va lui mettre dans le rectum. Okay, ouais, mais rassurez-vous, George Foster est mort, si j'ose dire. Enfin. Donc il va délivrer du courant, mais un courant extrêmement intense. Et que va faire George Foster, à votre avis? Il va se relever, il va s'asseoir sur la table de dissection avec des grimaces et même en faisant un certain bruit d'ailleurs avec la gorge. Horreur dans l'assistance. Les gens s'en vont, certains s'évanouissent, etc. Il y a même un médecin qui se trouve là, qui s'appelle le docteur Pass, qui rentre chez lui. Alors que c'est un chirurgien. Hein. Il rentre chez lui et il meurt d'une crise cardiaque, d'ailleurs, la nuit même, parce qu'il était tellement effrayé par cette démonstration réalisée sur le cadavre de George Foster. Alors, le galvanisme, ce n'est pas simplement un outil, ce n'est pas simplement une méthodologie pour réaliser des démonstrations un peu spectaculaires. C'est aussi, et ça, on va dire des choses plus sérieuses, c'est aussi l'amorce, le début d'une science hein, qui fait partie intégrante des neurosciences, mais pas seulement, qu'on appelle l'électrophysiologie. Alors, je vais être obligé quand même de vous raconter un peu l'histoire de cette science, qui est la mienne et qui est celle d'autres personnes qui se trouvent dans cette salle. Et, parce que c'est une science, en fait, qui permet de décrire, vous allez le voir un peu plus en détail après, le fonctionnement du cerveau antérieur, mais aussi du système nerveux périphérique, en temps réel. On a accès comme ça à la physiologie, à l'état cérébral et au fonctionnement des nerfs et des muscles grâce à cette technique qu'on appelle l'électrophysiologie. Alors, quelles sont les grandes étapes de cette science? D'abord, il faudrait rendre à César ce qui est à César, c'est que le premier qui a stimulé des fragments de corps humain, ça n'est pas Aldini, ça n'est pas non plus Xavier Bichat, on a cru que c'était lui, c'est en fait Dominique Larrey. Alors Dominique Larrey, c'était un chirurgien de l'armée de Napoléon, il est devenu le chirurgien en chef, d'ailleurs, le chirurgien en chef des armées napoléoniennes, et quand il était jeune médecin, à Paris aussi, il était, et en fait, il se faisait la main parce qu'il est devenu un spécialiste des amputations. Et un jour, il a un patient et il y a un fiacre qui lui a roulé, qui lui a broyé la jambe. Il ampute le patient. Et qu'est-ce qu'il fait? Il récupère Tout ça est un peu horrible, tout ce que je vous raconte, je m'excuse. Donc, il récupère en fait la jambe de son patient. Alors là, on a l'impression qu'il est mort, le patient, mais dans la note qu'a écrit Dominique Larrey, visiblement, il a sauvé la vie à son patient. Il lui coupe la jambe. Et puis, il va faire des stimulations ici des nerfs qui pendent et des muscles de la jambe. Et il provoque des contractions comme ça. La première stimulation électrique de type galvanique a été réalisée sur un fragment de corps humain. C'est fait par Dominique Larrey. Maintenant, il y a une autre expérience très importante qui est celle qu'a réalisée, on va revenir un peu en arrière, Luigi Galvani avec l'aide de son neveu Aldini et qui a démontré non seulement, et ça c'est très important, c'est très fondamental, que non seulement on peut mettre en action un nerf et un muscle par des stimulations électriques, mais que ce qui provoque d'ailleurs la contraction du muscle et ce qui provoque l'excitation du nerf sont aussi des phénomènes de nature électrique. D'accord ? Et ça change tout. Parce que Volta, en fait, ne croyait pas à cette idée qu'il existait une électricité animale. Évidemment, si Volta n'est pas content, il faut arriver à le convaincre. Donc c'est ce qu'a voulu faire Galvani et Aldini. Et là, ils ont fait cette expérience qui est considérée par certains comme la plus belle expérience d'électrophysiologie. Encore une fois, hein, extrêmement simple et extrêmement démonstrative. C'est qu'on n'a plus besoin d'utiliser un arc électrique pour stimuler un nerf et des muscles. Mais ici, Galvani va utiliser le nerf lui-même. Alors il va couper le nerf, ici, il l'a coupé ici, puis il va déposer la face du nerf qui a été coupée, il va la déposer délicatement sur le muscle de la grenouille. Et rien qu'en faisant ça, il provoque une contraction de la patte. Alors, évidemment, les mécanismes, nous, on peut l'expliquer, ça serait un peu long, mais je ne vais pas vous expliquer comment ça, c'est possible. Mais en tous les cas, ça prouve une chose, c'est qu'on n'a pas besoin d'électricité extrinsèque pour pouvoir provoquer cette contraction et mettre en jeu comme ça la relation nerf-muscle. Celui qui a découvert véritablement quel était ce phénomène électrique dans les nerfs, c'est un physiologiste et un philosophe aussi. On connaît moins son activité philosophique, mais elle est considérable. Il s'appelle Émile Dubois-Raymond et qui est le premier à enregistrer ce qui se passe dans le nerf quand on le stimule. Alors, avec des moyens assez rudimentaires, qu'est-ce qu'il a montré ? Je vais des fois être un peu technique, mais je vais essayer quand même de vous faire comprendre l'essence de la chose, d'accord ? Des découvertes que je vais vous montrer.
Donc, ce qu'a fait en fait Émile Dubois-Raymond, c'est qu'il a enregistré la surface du nerf et ce qui se passe à l'intérieur du nerf en même temps. D'accord ? Il va stimuler le nerf. Et il s'est rendu compte que quand il fait ça, il va pendant une période très courte y avoir une inversion de la polarité électrique entre l'intérieur et l'extérieur du nerf. Et que cette inversion de polarité électrique se propage dans le nerf jusqu'à provoquer la contraction du muscle. Incroyable. Il va démontrer ce que lui appelle la variation négative. Nous, on l'appelle comment aujourd'hui ? Les potentiels d'action. Il découvre qu'il existe une onde électrique qui parcourt les nerfs et qui permettent, en l'occurrence, de contracter des muscles. Alors en fait, ces potentiels d'action, ça sert à quoi ? Donc, ça sert aux neurones à communiquer les uns avec les autres. Peut-être que vous le savez déjà tout ça, mais très rapidement, un neurone est constitué d'un corps cellulaire, c'est la partie centrale de la cellule, puis il y a des ramifications, des dendrites, on appelle ça, et puis il y a un axone, c'est un prolongement fin qui permet à un neurone de rentrer en communication avec les autres. D'accord ? Et quand un neurone est excité, ces potentiels d'action dont je viens de parler sont déclenchés, vont se propager dans les axones jusqu'à atteindre la terminaison de l'axone et provoquer la libération de neurotransmetteurs qui vont agir sur le neurone suivant et ainsi de suite. Et c'est comme ça que les réseaux de neurones en ce moment, je m'excuse de rappeler des choses un peu plus concrètes, mais en ce moment, si votre cerveau est capable de se représenter mentalement ce que je suis en train de dire, c'est grâce à des phénomènes comme ça. Et je dirais même exclusivement grâce à des phénomènes comme ça. D'accord ? Au niveau périphérique, après, le signal va atteindre le tronc cérébral, on reparlera du tronc cérébral tout à l'heure, atteindre le thalamus, une autre région, et après le cortex cérébral, et finalement, votre cerveau va faire le reste du boulot et pouvoir avoir cette représentation. Donc ça se fait grâce à cette information qui se propage. Mais ça ne fait pas que ça, en fait. Ça code l'information dans le cerveau. Et ça a été une découverte extrêmement importante sur laquelle les chercheurs, y compris les chercheurs de cet institut, continuent à travailler, qui est le codage de l'information dans le cerveau. Et on doit ça à un lord anglais, Lord Edgar Adrian. C'était un neurophysiologiste extrêmement raffiné et qui faisait très très belles expériences. Il travaillait chez lui d'ailleurs, puis il était très fortuné, donc il avait les moyens d'avoir un ordinateur, qu'est-ce que je raconte, d'avoir un laboratoire dans sa cave. Donc qu'est-ce qu'il a fait, Edgar Adrian ? Il a fait des simulations mécaniques sur des coussinets des pattes de chat. D'accord ? Ça c'est beaucoup moins gore, mais c'est très important aussi. Donc on voit les différents coussinets, vous reconnaissez la patte du chat, puis il va appuyer avec des forces différentes sur les différents coussinets, puis il va enregistrer justement les potentiels d'action qu'avait décrit Émile Dubois-Raymond. Okay ? Et qu'est-ce qu'il voit ? C'est tout à fait... Alors pour nous, ça peut paraître trivial. Si on se remet à l'époque, c'est tout à fait sensationnel. D'accord ? Il va stimuler de plus en plus fort, 50 grammes, 100 grammes, 250 grammes, 500 grammes. Et qu'est-ce qu'on voit ? On voit que le nombre de ces potentiels d'action augmente avec l'intensité de la stimulation. Ça, c'est le début de la compréhension du codage de l'information dans le système nerveux. Ça marche comme ça. Pas que comme ça, mais ça marche beaucoup comme ça. D'accord ? Et d'ailleurs, c'est tellement extraordinaire, et d'ailleurs on a compris que c'était extraordinaire, qu'il aura le prix Nobel en 1952 pour cette immense découverte. Pour finir avec l'histoire de l'électrophysiologie, juste vous dire un mot sur ce potentiel d'action, parce que finalement, c'était un phénomène, donc on était capable de l'enregistrer, mais de quoi il était fait ? Comment il était composé, ce potentiel d'action ? Et ça, on le doit en fait à deux Anglais, Hodgkin et Huxley. Alors eux, ils avaient commencé à faire cette recherche en 1939, donc dans le sud de l'Angleterre. Patatras, qu'est-ce qui se passe en 1939 ? Bravo, vous connaissez l'histoire. Donc la guerre est déclenchée, leur laboratoire est bombardé d'ailleurs, et donc ils sont obligés d'arrêter alors qu'ils venaient de faire les premiers enregistrements en mettant une microélectrode à l'intérieur d'un nerf, d'un axone en particulier. Ils reprennent leur recherche une fois que la guerre est terminée. Et là, ils vont faire un travail absolument somptueux. C'est un peu la référence pour les gens qui travaillent avec moi et pour les étudiants de mon laboratoire. C'est ce que je fais assez rapidement. Je leur donne les articles de Hodgkin et Huxley pour leur montrer ce que c'est que l'électrophysiologie. Donc, ils enregistrent les potentiels d'action très précisément, et puis ils vont, alors je ne vais pas vous décrire cette petite équation, mais ils vont en fait créer un modèle qui décrit, avec une petite équation différentielle, comment se comporte l'activité électrique d'un neurone, tout simplement. Et ce modèle est absolument parfait, puisqu'il n'a jamais été pris à défaut, un modèle extrêmement prédictif. Alors évidemment, ce qui compte ici, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est cette partie ici de l'équation, la somme des courants.
la somme des courants. On revient au galvanisme. Hein. Les courants, c'est quoi en question? C'est les courants qui traversent la membrane des neurones. En ce moment, il y a des milliers de courants qui sont en train de traverser chacune de vos cellules dans votre cortex cérébral. Ce sont ces courants, en fait, qui traversent la membrane des neurones, qui sculptent le comportement de vos neurones, et secondairement, on va sculpter l'activité des réseaux, et c'est ça, finalement, qui vous permet de penser, de réfléchir, de m'entendre, d'aimer, d'écouter de la musique, etc. C'est un peu réducteur, ce que je dis. Hein. Mais pour un neurophysiologiste, ça se passe comme ça. Alors, ces activités électriques que l'on voit, là, on a beaucoup parlé de nerfs et de muscles, mais elles sont présentes aussi dans votre cortex cérébral. D'accord ? Et on sait maintenant, ça aussi, c'est une approche qui est beaucoup utilisée, beaucoup d'ailleurs dans cet institut, c'est aussi un moyen de pouvoir identifier l'état cérébral de quelqu'un. D'accord ? Parce qu'on peut enregistrer très facilement cette activité électrique à la surface d'un cerveau humain. Il suffit tout simplement de poser une électrode à la surface d'un crâne, et puis on va enregistrer des fluctuations de courant électrique. D'accord ? Et on sait, par des analyses un peu plus sophistiquées, que la manière dont ces courants électriques fluctuent à la surface d'un crâne sont un indice, en fait, du fonctionnement du cerveau de la personne qu'on est en train d'enregistrer. À la fois, ça donne des informations sur son état de vigilance, son état de conscience, mais pas sur le contenu de sa pensée. Ça, on ne sait pas encore. Pas encore, mais on essaye, vous vous en doutez. Non, je ne crois pas qu'on puisse y arriver. Je ne crois pas. On y travaille, exactement. Je ne sais pas qui a dit ça, mais on y travaille. Donc, d'un point de vue historique, qui a découvert ça? Et là, je vais juste dire un mot sur le fait que beaucoup de mes collègues, j'en profite pour les tacler un peu, se trompent en disant souvent que le premier qui a fait ces enregistrements électroencéphalographiques chez l'homme est Hans Berger, un psychiatre fou allemand. Non, ce n'est pas lui. C'est un Anglais, c'est un jeune médecin, c'est un pédiatre et un cardiologue anglais qui s'appelait Richard Caton. Et qu'est-ce qu'il a fait? Donc, il était, lui, à Liverpool en 1875, donc bien avant Hans Berger. Qu'est-ce qu'il fait? En fait, il s'est dit, mais c'est quand même bizarre parce qu'il connaissait les travaux d'Émile Dubois-Raymond. Alors, il ne connaissait pas ce potentiel d'action-là, mais il savait que les potentiels d'action existaient. Il s'est dit, mais peut-être qu'il y en a aussi dans le cortex. Peut-être que notre cerveau aussi antérieur fonctionne comme ça. Il s'est dit, encore une fois, ce sont des questions les plus simples qui donnent des réponses les plus belles, en fait, quand on fait de la recherche. Ce n'est pas un cliché, ça, c'est vrai. Donc il s'est dit, je vais mettre une électrode à la surface du cerveau. Alors il va le faire non pas sur l'homme, donc il va faire des expériences, je ne vais pas rentrer dans les détails des expériences, parce que ça ne va pas plaire à certains, mais enfin il va trépaner des animaux, leur mettre des électrodes sur le cortex, à l'intérieur du cerveau. Il va faire des singes, des lapins, il va faire beaucoup de lapins, je ne sais pas pourquoi. Il devait aimer les manger peut-être après, on ne sait pas. Il va faire des lapins, des chiens, etc., des singes. Et puis il va enregistrer des fluctuations de courant électrique. C'est comme ça qu'il le dit. Et il dit un autre truc, Richard Caton, qui est absolument incroyable, il dit « Ces fluctuations de courant électrique dans le cerveau ont l'air d'être en relation avec la fonction. » Eh bien oui, c'est vrai. Et on va le découvrir plus tard, mais oui, c'est vrai. Donc, maintenant, on est à peu près 50 ans plus tard, et même un peu plus, et Hans Berger, lui, décide de passer chez l'homme. Alors, entre les deux, des choses ont été faites. L'histoire, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais des progrès ont été faits quand même considérable avant Hans Berger sur ses activités, mais pas sur l'homme. Hans Berger réalise sur l'homme. En particulier, ça c'est son fils. Alors on montre souvent cette image comme étant le premier enregistrement électroencéphalographique humain. Je ne suis pas sûr que ce soit vrai, mais en tous les cas, c'est l'un des tout premiers. Et là, qu'est-ce qu'on voit? On voit, vous voyez, ici c'est le tracé d'importance, c'est celui-là, pas celui-là. Là, on voit des toutes petites fluctuations rapides ici. Ce sont des potentiels électriques que l'on voit. Et ces potentiels électriques, ici, on voit qu'ils sont plutôt rapides, de petite amplitude. Ça, c'est l'indice qu'on est vivant. Non, parce que ce n'est pas trivial. On est vivant, on est conscient, et on est conscient, éveillé et même attentif. Donc si maintenant, à cet instant précis, je pouvais ouvrir le crâne du professeur Agide, tu permets que je... Avec plaisir. Je voulais prendre quelqu'un d'autre, mais je pense que toi, c'est mieux. Si je pouvais ouvrir le crâne du professeur Agide ici et poser une électrode à la surface de son cortex, je verrais, et oui, je verrais quelque chose comme ça. Mais pas exactement ça.
quelque chose qui ressemble à ça. D'ailleurs, parce qu'il faut bien vous dire qu'il n'y a pas deux activités électriques cérébrales les mêmes, ni chez une même personne au cours de sa vie, ça c'est important à dire, hein, ni entre deux individus. Le cerveau a ça, c'est une des propriétés du cerveau qui me fascine le plus, je crois que c'est pour ça d'ailleurs que je fais ce métier, c'est qu'un cerveau, ça change tout le temps, ça fluctue tout le temps, son activité est fluctuante en permanence. Et quand ça ne fluctue plus, vous allez voir tout à l'heure, c'est que ça va très très mal justement. Donc voilà, ça c'est le fils en fait d'Ansberger, il est là, et puis il dit à son fils de fermer les yeux, de penser à rien entre guillemets, dans un état d'éveil relaxé donc, puis il enregistre des oscillations comme ça. Ça c'est le rythme qui s'appelle le rythme alpha ou le rythme de Berger. Donc c'est pareil, hein, si on éteint la lumière, que je me tais et que vous fermez les yeux sans penser à tous vos problèmes de la journée, on verra apparaître des ondes comme ça qui vont prédominer dans la région occipitale de votre cerveau. Donc voilà. Ça, c'est pour les conditions physiologiques. Dans les conditions pathologiques, ces activités électriques cérébrales sont souvent modifiées et des fois de manière drastique. Par exemple, dans l'épilepsie, là, je n'ai pas montré d'enregistrement, mais vous savez peut-être, au cours de l'épilepsie, les neurones vont avoir une activité synchrone et rythmique. Et c'est ça qui va provoquer le symptôme de la crise. D'accord ? Et dans ces cas-là, les ondes qu'on voit, c'est des ondes électriques qui marquent justement que ces neurones sont rentrés en résonance les uns avec les autres. Donc on a un indice, hein, quand on fait l'électrophysiologie chez des patients épileptiques, on a un indice, on a une trace, hein, de l'activité anormale des réseaux de neurones chez ces patients. Et puis si on va dans d'autres considérations un peu plus graves, au cours d'un coma par exemple, on voit aussi des modifications. Alors ces modifications, elles sont extrêmement variées, mais la plus grave, c'est ce qu'on appelle le coma isoélectrique. Un coma isoélectrique, je pense que le mot isoélectrique est assez parlant, ça signifie en fait que ces fluctuations électriques spontanées du cerveau, qui sont là naturellement, disparaissent. Et on a un tracé qui ressemble à ça. Ça, c'est le tracé d'une jeune patiente qu'on a eue et qui était dans un coma pharmacologique artificiel. On voit que son tracé est totalement plat. Pour montrer la différence ici, ça c'est l'électroencéphalogramme de l'étudiant qui a étudié, qui a fait la publication en question. Donc ça c'est le tracé de l'étudiant en thèse, hein, qui travaillait sur ce sujet. Et là on voit ici, peu importe ici cette représentation, mais ça indique en fait les différentes fréquences qui sont contenues dans ce signal. Et on voit que cette carte ici, il y a plein de couleurs, il n'y a plus de couleurs du tout. Pourquoi ? Parce que dans ce signal, il n'y a plus aucune fréquence. Quand on a un électroencéphalogramme comme ça, plat, c'est que ça va très très mal. On est premièrement dans le coma, et on peut même être dans un état encore plus grave et éventuellement, enfin pas éventuellement, et définitif, qui est la mort cérébrale. Et là, on va toucher, vous voyez, on est en train de dériver un peu vers les états physiologiques les plus extrêmes, et notamment celui du passage de la vie à la mort. Disons un mot de la mort cérébrale. Parce que souvent, elle est mal comprise. Je m'en suis rendu compte en discutant dans les médias ou les choses comme ça, que les gens comprennent très mal ce qu'est la mort cérébrale. Et même, on entend des fois des choses à la radio qui sont assez fausses là-dessus, sur l'état de ces patients qui sont dans une telle situation. La mort cérébrale, c'est quelque chose qui a été découvert par deux Français. Et ça, on n'en parle pas beaucoup, mais deux Français, Pierre Mollaret et Maurice Goulon. Alors là, vous voyez, on est dans les années 1950, on est à l'époque où le professeur Jean Hamburger avait décidé, sous l'impulsion d'ailleurs d'autres médecins européens, de développer les services de soins intensifs et de réanimation en France. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'à ce moment-là, on a commencé à installer des respirateurs artificiels dans les services de soins intensifs. Et c'est grâce à ça, et uniquement à ça, que la mort cérébrale est devenue une nouvelle forme de mort. Mollaret et Goulon, dans la revue neurologique, publient en 1959 un article qui est cité dans tous les articles qui traitent de la mort cérébrale. Au début, dans l'introduction, tout le monde cite cet article-là. Un article en français, en plus, tout à fait extraordinaire, dans une revue dont tu es éditeur, je crois. Plus maintenant. Bon. Donc c'est une revue en français. Et dans cet article, Pierre Mollaret et Maurice Goulon décrivent un ensemble de malades dans un état extrêmement inquiétant. Et complètement nouveau. Vous allez voir. Donc ces patients ont subi des lésions cérébrales considérables. Ils sont dans un coma extrêmement profond. D'accord ? Ils ont un électroencéphalogramme qui est plat. Et surtout, ils ne peuvent pas respirer spontanément.
Mais justement, grâce au développement des soins intensifs et du respirateur artificiel, le cœur de ces patients continue de battre. D'accord ? Donc on a ici, eux, ils sont devant il faut bien imaginer la situation. Enfin, je ne suis pas médecin, mais les médecins dans cette assistance, il y en a beaucoup, peuvent comprendre et se mettre à leur place. Ils sont en face d'une situation tout à fait exceptionnelle. Ils ont des gens qui, visiblement, ne récupéreront jamais une activité cérébrale, ne seront plus jamais conscients, mais qui ont un cœur qui bat. Et on ne pourra jamais les sauver. Donc et d'ailleurs, dans l'article, ils disent quelque chose d'assez impressionnant. D'ailleurs, ce n'est pas très clair encore ce qu'ils veulent dire, mais ils disent qu'il va y avoir un prix à payer. Et le prix à payer pour Maurice Goulon, vraisemblablement, d'après ce que j'ai compris, c'est le fait d'avoir ce qu'on va appeler, après, par une sorte de terminologie amphibologique, des cadavres au cœur battant. Donc on a des gens, on va en parler après, qui sont manifestement morts, et ils vont être morts pour la médecine, pour la justice aussi, d'accord ? Mais partiellement pour la physiologie, et qui sont dans cet état de mort cérébrale. Alors, juste quand même dire un mot, parce qu'on cite toujours cet article, mais Michel Jouvet, c'est celui qui a, peut-être vous connaissez ce nom, c'est celui qui a découvert le sommeil paradoxal. Hein. Michel Jouvet, la même année, publie un autre article, un petit article, dans lequel il décrit des patients qui sont à peu près ceux de... Enfin, ce n'est pas les mêmes, mais qui ont les mêmes symptômes que ceux de Mollaret et Goulon. Et voilà un exemple de ce que l'on voit chez ces patients. Ça, c'est l'électrocardiogramme. Vous voyez, le cœur bat de manière régulière. On a les tracés ici, ils sont plats. Ici, tous plats. Et puis, à un moment donné, la flèche ici, Michel Jouvet, c'était aussi un article écrit en français, extrêmement bien écrit d'ailleurs. Donc, il va faire une stimulation douloureuse des patients, pas de réponse, ni comportementale. Ça, c'est le coma extrêmement profond. Et pas de réponse non plus dans le tracé électroencéphalographique. Ces patients, eh ben, aujourd'hui, on dirait qu'ils sont en état justement de mort cérébrale. Cette mort cérébrale, telle qu'on la conçoit aujourd'hui, en fait, c'est une création. C'est une création intellectuelle. Elle a été pensée en 1968 par un comité ad hoc à l'école médicale de Harvard. Alors, le président de ce comité, c'était Henry Beecher. C'était un anesthésiste. Alors, dans ce comité, il y avait des médecins, il y avait des chirurgiens, il y avait des gens qui étaient spécialistes des greffes, très important. Et puis, il y avait aussi, je crois qu'il y avait un pasteur, il y avait un spécialiste de l'histoire de la médecine et des sciences, etc. Donc, il y avait un ensemble d'intellectuels, et pas que des médecins, qui ont réfléchi au destin d'un être humain qui est privé définitivement de sa conscience. Et ils se sont rendus compte, finalement, enfin, c'est la conclusion du comité Harvard, que quand on est dans un tel état et que l'on peut démontrer médicalement qu'il n'y a pas de retour possible, on peut considérer ces personnes comme étant mortes, mais d'une nouvelle mort. Avant cette période-là, la mort, c'était quoi ? C'était l'arrêt définitif des fonctions cardio-respiratoires. D'accord ? Là, on peut mourir, non pas mourir, on peut être mort avant que le cœur s'arrête de battre. C'est ça la nouveauté. Il faut bien comprendre ce que c'est ça la nouveauté, et uniquement ça. Donc ils établissent cette nouvelle mort cérébrale. Alors ces patients, ils sont dans quel état ? Alors ça, là, je voulais vous illustrer quand même ce que c'est. Alors c'est un peu effrayant, je m'en excuse, mais on voit un patient ici, enfin un patient en pleine forme, normal, c'est son métabolisme cérébral, hein, toute cette lumière. Et voilà un patient en état de mort cérébrale. On a cette image qui est très frappante qu'on appelle le hollow skull. On a un crâne vide. Le crâne vide, qu'est-ce qu'il nous montre ? Il montre qu'il n'y a plus de métabolisme cérébral. Et pourquoi ? Parce que dans la plupart des cas, il n'y a plus de perfusion du cerveau chez ces patients, plus de métabolisme, et les neurones dans un tel état ont souffert considérablement et de manière irréversible. Donc, que nous dit aujourd'hui l'OMS par rapport à la mort cérébrale ? Elle nous dit, ça date de 2014, ça n'a pas changé. Hein. La mort survient quand il existe une perte permanente de la capacité de conscience et une perte de toutes les fonctions du tronc cérébral. Voilà ce que c'est que cette nouvelle mort. Donc le cerveau, vous voyez, est devenu l'organe dont l'arrêt définitif est suffisant et nécessaire pour être déclaré mort, même si le cœur continue de battre. Okay ? Alors on voit ici quand même qu'il parle du tronc cérébral. Alors le tronc cérébral, c'est extrêmement important. C'est celui qui vous permet d'être conscient en ce moment. C'est une structure qui se trouve à la base du cerveau, à l'intérieur de la boîte crânienne, et qui vous permet de respirer spontanément, mais aussi qui permet de mettre en fait en situation les autres structures du cerveau pour que vous puissiez être conscient, d'accord ? Et que vous puissiez aussi avoir des cycles de vigilance. Là, vous êtes éveillé,
vous êtes bien éveillé, ce soir vous allez vous endormir. Okay, et ben c'est grâce à ce tronc cérébral que vous allez fluctuer vos états de vigilance. Sans ce tronc cérébral, plus possible qu'un cerveau puisse fonctionner correctement. Alors voilà ce que c'est que cette nouvelle mort. Alors je voudrais faire une petite pause là, parce que je me dis, mais en fait, cette mort ici, elle n'est pas applicable de manière générale en biologie. D'accord ? Elle ne peut pas être appliquée à des espèces animales qui n'ont pas de cerveau antérieur et qui ne sont pas capables d'être qui sont manifestement pas capables plutôt d'être conscients. Mais est-ce qu'on va dire pour autant que ces animaux sont morts ? D'accord ? Je vais vous juste donner un exemple. C'est un exemple que j'ai pris dans mon livre d'ailleurs parce que je trouvais intéressant par rapport à la correspondance que l'on peut faire avec la mort cérébrale. Ça, c'est un Amphioxus, un animal qui est assez fréquent sur les côtes en Bretagne, je crois. Il y en a beaucoup, des petits Amphioxus. On appelle ça des céphalocordés, des animaux qui sont apparus sur Terre il y a environ 600 millions d'années. Et ces animaux, on le voit en coupe ici, alors ils ont tout ce qu'il faut. Hein. Ils peuvent nager, ils peuvent se reproduire, ils ont un tube digestif, et ils ont un système nerveux. Mais ils n'ont que la moelle épinière. Ils n'ont pas de cerveau antérieur, pas de tronc cérébral, pas de cerveau antérieur. Les Amphioxus sont-ils conscients ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Je ne sais pas. Difficile d'imaginer un animal qui ait une forme de conscience sans pour autant avoir de cerveau antérieur. Ces animaux, évidemment, est-ce qu'on les considère comme morts ou vivants ? La question est absurde. Donc c'est pour vous montrer aussi que cette nouvelle mort, qui est une création, qui est un artefact en fait, ça ne veut pas dire que ça change à ce que signifie la mort cérébrale pour le devenir de la personne humaine. La personne humaine, évidemment, ne reviendra jamais en tant que personne. D'accord ? Mais d'un point de vue physiologique, il faut bien comprendre la distinction que l'on fait entre les deux morts, la mort cardio-centrée, je dirais, avec la nouvelle mort, qui est la mort exclusive du système nerveux central, mais la moelle épinière continue de fonctionner, ce qui peut même provoquer des mouvements chez les morts. C'est ce qu'on appelle le signe de Lazare. Certains morts en état de mort cérébrale peuvent se bouger leurs bras avec certains mouvements qui sont saccadés et qui sont difficilement explicables pour l'instant. Mais enfin, bon, bref, il n'y a que la moelle épinière qui fonctionne. On appelle aussi ces patients des hommes spinaux, parce qu'il ne reste plus que la moelle qui puisse fonctionner. En fait, un homme spinal, un homme en état de mort cérébrale, eh ben, c'est comme un Amphioxus. C'est horrible ce que je dis. Mais d'un point de vue froidement, d'un point de vue neurophysiologique, ça revient à ça. Alors maintenant, ce qu'on voit, alors je suis déjà très long, je m'excuse, mais là, en fait, on vient de voir que pour être un être humain, pour être vivant, il faut considérer vivant au sens plein, au sens de la personne humaine pleine, capable d'être conscient et d'interagir avec son environnement. Il faut avoir un cerveau fonctionnel. Donc si on veut sauver, si on reprend le projet de Mary Shelley et du docteur Frankenstein, si on veut sauver et rendre immortel quelqu'un, qu'est-ce qu'il faut sauver chez lui ? Merci. Il faut sauver ça. Donc l'heure des greffeurs de tête est arrivée, vous vous en doutez. Là aussi, ça va être abominable, je vous le préviens, mais donc les esprits sensibles, accrochez-vous. Les greffeurs de tête, en fait, tout a commencé au début du XXe siècle. Notamment sous l'impulsion de ce personnage. Alors, je dis personnage, je ne l'aime pas beaucoup, mais vous allez comprendre pourquoi, et je pense que vous êtes d'accord avec moi, c'est Alexis Carrel. Alexis Carrel était un chirurgien de Lyon, et il avait mis au point, parce qu'il était extrêmement habile, il avait mis au point une nouvelle technique de chirurgie vasculaire, c'était ça son truc, la chirurgie vasculaire, qui permettait de faire des anastomoses entre les veines et les artères, enfin, pour les veines et les artères, avec un système de triangulation. Alors moi, je ne suis pas chirurgien, mais ça a été le début, en fait, véritable, ce qui a permis de faire des greffes, d'ailleurs, par ailleurs, après. Il met au point cette technique de triangulation d'anastomose vasculaire, et il obtient le prix Nobel en 1912. Alexis Carrel considère que la recherche en France, ça ne va pas du tout, qu'on n'a pas assez de moyens, qu'il y a trop de problèmes administratifs, que les instances académiques, c'est comme aujourd'hui, que les instances académiques, ça ne va pas du tout, etc. Donc qu'est-ce qu'il décide de faire ? Il part aux États-Unis. Il part aux États-Unis et il rencontre Charles Guthrie, qui est un chirurgien aussi. Et là, donc il va emmener sa technique. Il va emmener sa technique aux États-Unis. Et puis avec Charles Guthrie, ils vont réaliser une première greffe de tête de chien. Donc, ils vont décapiter un chien, et puis ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont anastomoser les artères et les veines de la tête du chien décapité sur un autre chien. Ils vont faire une dérivation de l'artère carotide et des veines jugulaires entre les deux animaux. Donc, on a un animal à deux têtes. C'est un peu comme ça, mais ça, je vais vous raconter après.
Donc ils font ça. Et ça, ils ne vont pas le publier dans un journal, en fait. Ils vont le publier dans un livre. C'est Charles Guthrie qui publie dans un livre. J'ai trouvé le bouquin, je suis assez content. Donc c'est ici, Transplantation of the Neck and Head. Donc effectivement, ils ont réussi, on peut leur faire confiance, ils ont réussi à le faire. C'est plutôt positif. Alexis Carrel, là, il a fait quelque chose d'extraordinaire avec cette nouvelle technique. Mais Alexis Carrel aussi a une face extrêmement obscure. Alexis Carrel, quand il part aux États-Unis, il devient très très proche d'un aviateur, vous connaissez, de Charles Lindbergh, mais qui était aussi un nazi, qui était membre du parti nazi américain. Et ils deviennent très proches. Alexis Carrel a ses accointances au parti nazi américain. Alexis Carrel revient en France. Et puis il écrit un livre qui s'appelle L'homme, c'est inconnu, publié en 1935, dans lequel Alexis Carrel raconte son grand projet eugéniste pour la France, en expliquant que certains... Alors évidemment, là on est dans l'eugénisme raciste qui est proche de celui des nazis qui vont suivre, enfin qui sont déjà là, mais qui vont s'établir en Europe. Donc il décrit des groupes de population qui vraiment constituent un danger pour les autres et qu'il faut les éradiquer. Et il va, en 1935, imaginez dans le livre m'est tombé des mains parce que quand je l'ai lu la première fois, évidemment, j'ai appris des choses. Parce que ce n'est pas écrit non plus dans d'autres livres. C'est Alexis Carrel qui a inventé le concept là, de chambre à gaz. Il va imaginer qu'on pourrait éliminer des êtres humains de manière... En fait, lui, il dit que c'est plutôt une bonne manière de faire. Ce n'est pas cruel de faire ça. C'est comme ça qu'Alexis Carrel dit les choses. Et Alexis Carrel devient aussi un ami du maréchal Pétain. Et le maréchal Pétain lui demande de... Oui, c'est tout ça, Alexis Carrel. Et le maréchal Pétain lui demande de créer un institut de recherche sur la santé médicale en France. Ça ne vous rappelle rien, INSERM? Évidemment, ça n'est pas notre INSERM à nous, mais cette idée-là, c'est assez effrayant, cette idée-là a émergé en tout premier. C'était une idée du maréchal Pétain qu'il avait transmise à Alexis Carrel. Oublions ce personnage et regardons ce qui s'est passé après. D'autres ont continué, d'autres plus sympathiques, vous allez voir, et notamment un héros soviétique, Vladimir Demikov, qui lui était un spécialiste en fait de la greffe cardiaque, qui avait mis au point en fait le premier cœur artificiel, et puis qui va se lancer dans des greffes de tête lui aussi. Alors il va se lancer dans des greffes de tête de chiens. C'était un chirurgien extrêmement habile et qui avait d'ailleurs utilisé les techniques d'Alexis Carrel. Là, on voit ici ce chien. Donc, il greffe les têtes, mais aussi la partie antérieure du corps du chien. Donc, on a ce chien qui est collé à cet autre chien ici. Voilà un autre exemple. Tout ça en faisant des anastomoses entre les veines et les artères ici de ces deux animaux. Mais quand on fait ça, en fait, qu'est-ce qu'on fait? On permet au cerveau de la tête qui a été coupée de recevoir du sang oxygéné par l'autre chien. D'accord? Donc, la tête et tout ce qu'il y a dans la boîte crânienne, en fait, continue à être fonctionnelle pendant un certain temps. Et là, on voit quoi? On voit le chien, pas le chien, alors je ne sais pas, c'est l'autre ou le greffon, enfin le greffon pour le coup, la tête greffon, qui est en train de laper ici sa soupe. Donc il a réussi, Vladimir Demikov, à maintenir comme ça en vie des greffes de tête de chien pendant plusieurs jours. Mais celui qui est allé beaucoup plus loin, c'est un Américain, un chirurgien américain, Robert White. Alors Robert White, c'était aussi un ami très proche de Jean-Paul II. Et juste à son crédit aussi, il faut dire que Robert White est celui qui a réussi à faire admettre à l'Église catholique d'accepter la mort cérébrale comme étant la mort. Et vous savez, ça a permis du coup de sauver énormément de vies, car grâce à cette... Je mets tout ça des guillemets partout, évidemment. Grâce à la mort cérébrale, on a pu prélever des organes et on a pu sauver beaucoup de personnes. Et ça, il a réussi à expliquer ça et à convaincre Jean-Paul II dans cette sorte de prouesse physiologique et théologique qui a été réalisée par Jean-Paul II, il faut le mettre à son crédit, avec l'aide de Robert White. Donc Robert White se lance dans la perspective de greffer des têtes chez l'homme, et il se dit, mais en fait, le premier problème, c'est comment réussir à conserver... Parce que quand on fait de la chirurgie, quand on veut faire une greffe de tête, on va couper la tête, l'enlever et la mettre sur un autre corps. Okay? Donc ça veut dire qu'il y a une période durant laquelle la tête et le cerveau ne reçoivent plus de sang oxygéné. Donc la question, en fait, c'est ce que fait au début Robert White, c'est peut-on conserver une tête et un cerveau en particulier en dehors de l'organisme et le conserver de manière fonctionnelle. D'accord? Là, on est un peu dans les films, vous savez, les films d'horreur des années 60. D'accord? D'ailleurs, ça se passe en 1963. Il publie dans la revue Science des expériences absolument incroyables, dans lesquelles il va prélever un cerveau, ici, de singe. Alors, c'est une figure un peu compliquée.
qui semble sorti directement d'un film d'horreur, mais je vais vous l'expliquer, c'est relativement simple en fait. Il prend un cerveau d'un singe qu'il a décapité. Très rapidement, il va mettre le cerveau dans un bac de glace, avec de l'eau glacée. Il va le mettre comme ça. Puis très rapidement aussi, c'est toujours très rapide, il faut faire les choses rapidement, il va faire les anastomoses des artères carotides et des veines jugulaires, avec l'aide évidemment des techniques qu'a mis au point Alexis Carrel. Il va faire des dérivations avec l'artère fémorale d'un singe, lui, entier, vivant, qui est là pour fournir, en fait, à ce cerveau enlevé de son corps, qui lui permet d'oxygéner le cerveau en question. C'est assez impressionnant. Et surtout, ce qui est impressionnant, surtout pour moi et mes collègues, quand on a regardé cet article ensemble, c'est qu'il a fait, en plus, ce que personne d'autre a fait pour l'instant, enfin, on parlera après des expériences plus récentes, mais il a enregistré l'électroencéphalogramme des deux, et il a remarqué que c'est à peu près la même chose, étonnamment. Mais surtout, ce qu'il a montré, ce qui est plus important, c'est que si on prend le cerveau isolé, on l'enregistre avant qu'il ait été retiré de la boîte crânienne, donc quand l'animal est entier et en bonne santé. Ça, c'est 1 heure et demie après avoir isolé le cerveau, et on voit que le tracé, je dirais pas qu'il est le même. Enfin, il n'est pas très loin. Donc on voit des différences, il y a des petits fuseaux rapides qui ne sont pas présents ici. Donc l'activité est là. Il y a à cette époque, au début des années 60, on ne pouvait pas faire d'analyse quantitative de l'activité électroencéphalographique. Donc il montre simplement des traces. Mais ce que l'on voit quand même, c'est que les activités rapides ici ont plutôt disparu. Mais enfin, le cerveau est fonctionnel. En 2019 est sorti un article qui a prétendu faire la même chose. Et là, on est en 2019, ça a été publié dans la revue Nature. Donc ce sont des collègues de Yale qui ont décidé de faire à peu près la même chose, mais chez le cochon. Alors ils sont allés, eux, ils sont partis d'une situation extrêmement simple et très pragmatique. Ils sont allés dans un abattoir, ils ont récupéré la tête décapitée d'un cochon, ils ont mis la tête dans un seau avec de la glace, ils ont pris un taxi, je crois, pour aller au laboratoire. C'est vrai tout ça. Ils sont arrivés là-bas, et là, ils ont commencé leur nouvelle préparation qu'ils ont mise au point. Donc ils ont pris le cerveau, ils ont enlevé le cerveau de la boîte crânienne, et ils ont connecté artères et veines du cerveau à un système de perfusion artificielle, alors qu'ils ont amélioré, bien sûr, c'est ça un peu la prouesse de cette équipe, ils ont inventé un nouveau système de perfusion, et ils ont rajouté des choses dans le liquide de perfusion, une sorte de soupe qui permet au cerveau de ne pas s'abîmer. Bon, je ne rentre pas dans les détails, mais enfin, ils se sont débrouillés pour que le cerveau reste en bon état. Puis pendant 8 heures, ils vont enregistrer, puis ils vont faire des prélèvements de ce cerveau et d'essayer de voir comment ça fonctionne. Ils vont montrer, et ça c'est vraiment très important, ils vont prélever un morceau de cortex de ce cerveau perfusé à l'extérieur du corps, et ils vont l'enregistrer in vitro. Et in vitro, qu'est-ce qu'ils voient? Ils voient que les synapses fonctionnent. Les synapses, c'est ces connexions entre les neurones qui font que les neurones puissent parler les uns avec les autres. Alors, c'est ce qu'on voit ici, vous voyez, tous ces petits traits tous ces petits pics vers le bas. Ça, ce sont des courants, on revient au courant, on revient au galvanisme toujours. Ce sont des courants qui marquent en fait le fait que les synapses sont actives. Donc in vitro, à partir du cerveau isolé, ça fonctionne. Mais s'ils regardent, et ils l'ont fait, qu'est-ce qui se passe sur le cerveau en entier, et qu'ils font un électroencéphalogramme exactement comme Robert White, qu'est-ce qu'ils voient? Rien. Tout est plat. Tiens, donc ça veut dire que leur cerveau à eux, il est dans un coma de type isoélectrique, alors que celui de Robert White est encore fonctionnel. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'en lisant l'article, je m'attendais bien sûr à voir une citation des travaux de White, aucune citation de ses travaux. Alors soit ils le connaissaient, ça les a gênés de dire qu'on faisait mieux en 1963 qu'en 2019. Non, je ne pense pas que c'est ça, je pense qu'ils ne connaissaient pas tout simplement, mais en tous les cas, vous voyez que c'est pas... En fait, finalement, dans un certain sens, on peut dire que Robert White est allé plus loin en maintenant vivant le cerveau dans sa globalité. Et quid de l'homme? Robert White est le premier qui a voulu, en fait, qui a pensé à faire ça chez l'homme. Alors, donc du coup, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est fait la main, entre guillemets, sur le singe, et il a fait des greffes de têtes de singe qui ont fonctionné, mais comme les têtes de chiens de Demikov. C'est-à-dire qu'il a coupé la tête à un singe et il a pris la tête, l'a mise sur un autre corps de singe décapité, pour le coup, qu'il a maintenu en survie, le corps, le cœur et le système de respiration. Et puis il a connecté, il a anastomosé les artères et les veines de la tête sur son nouveau corps. Et la tête continue de fonctionner. Je
ne vous ai pas montré d'image, c'était un peu trop, un peu trop effrayant. Même moi, vous voyez, je trouvais ça un peu excessif. Donc, la tête, il y a même un film, on voit la tête du singe décapité peut bouger un peu, il fait des grimaces, etc. Donc, on peut maintenir, mais en fait, on le maintient en vie, cette tête, parce que le cerveau est oxygéné, enfin, reçoit une perfusion continue de sang oxygéné. C'est ça qui maintient en vie le cerveau. Robert White, lui, il veut vraiment faire ça chez l'homme. Et il essaie de trouver des volontaires. Et là, il va s'adresser véritablement à deux personnages illustres que vous connaissez. Stephen Hawking, qui souffrait de cette maladie neurodégénérative qui a fini par l'emporter récemment. Donc, il lui propose de conserver son cerveau précieux, d'accord, le cerveau de Stephen Hawking. Stephen Hawking refuse. Il a bien fait parce qu'en refusant, je pense qu'il a gagné 40 ans de vie de plus. Donc je pense qu'il a vraiment bien fait. Parce qu'il aurait loupé son truc et ça aurait été une catastrophe pour tout le monde et surtout pour Stephen Hawking. Et puis il a proposé aussi à Christopher Reeve, vous connaissez peut-être ce comédien, c'est le rôle de Superman, très beau gosse, très costaud. Il a quand même voulu sauver sa tête parce qu'il souffrait aussi. Il a vu un accident de cheval, il était tétraplégique. Et Christopher Reeve a lui aussi refusé et ça lui a aussi sauvé au moins 30 ans d'existence de vie. Alors, quid aujourd'hui des greffes de tête? Eh bien, ça continue. Ça continue avec ce personnage, avec ce collègue, je devrais dire, Sergio Canavero, qui, lui, s'est lancé dans un projet international, c'est ce qui est dit en tous les cas, qui s'appelle Heaven, pour the Head Anastomosis Venture Project, qui a décidé de réaliser des greffes de tête chez l'homme. Alors, d'ailleurs, il a été formé en partie en France, ce chirurgien d'origine italienne. Et puis, visiblement, en Europe, on ne lui a pas tellement fait confiance. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il a fait comme tout le monde, il est parti en Chine. Et il s'est associé avec un hôpital chinois, avec un collègue chinois. Et là, ils se sont lancés tous les deux dans ce projet. Alors, ils ont fait des greffes de tête de souris. Okay, mais en fait, ils n'ont rien fait d'autre que ce qu'ont fait les autres. Ils ont fait des greffes, ils ont fait des dérivations des artères et des veines entre une tête et puis un animal entier, voilà, etc. Bon, très bien. Et puis, en 2017, il publie cet article, The First Cephalosomatic Anastomosis in a Human Model, un titre un peu trompeur. Parce que quand j'ai lu ça, je me dis, tiens, ça y est, il a réussi. Enfin, et on n'aurait pas parlé de ça, mais c'est quoi le modèle humain en question? Ce sont 2 cadavres. Je ne vois pas l'intérêt de greffer une tête à un cadavre. Bon, bref. Donc, en fait, il a fait cet effort quand même de faire la chirurgie sur 2 cadavres. Donc, il a coupé la tête à un des cadavres et puis il a mis la tête sur l'autre cadavre. Alors, il a fait quoi? Il a fait la chirurgie osseuse, la chirurgie vasculaire et puis la chirurgie digestive. Il a reconnecté l'œsophage entre la tête, le cou coupé et puis la tête et puis l'œsophage de l'hôte, on pourrait dire. Voilà ce qu'il... Pardon? Alors justement, merci. Enfin, on ne s'est pas mis d'accord, mais je voulais parler de ça, justement. Et là, en fait, il est complètement coincé, comme le dit le professeur Agi, parce que le vrai problème ici, c'est de connecter les nerfs et la moelle épinière. Et ça, ce n'est pas possible. Alors, il a imaginé d'utiliser une substance, le PGE, je ne rentre pas dans les détails, mais c'est une substance qui pourrait permettre de faire fusionner, par exemple, les membranes. On a la moelle épinière de la tête, la moelle épinière du receveur. Et d'après lui, cette molécule, le PGE, pourrait permettre aux membranes des cellules de fusionner, donc de reconnecter les neurones de l'hôte avec le donneur et réciproquement. Ça ne marche pas. Ça ne fonctionne pas comme ça. En tous les cas, il n'en a pas fait la preuve. Alors, il y a des choses qui ont été faites sur la moelle épinière de souris, qui ont monté certaines données sur des lésions de souris, mais quand il s'agit de moelle épinière de primates, rien ne prouve que ça puisse fonctionner. En tous les cas, on ne sait même pas d'ailleurs comment ça pourrait fonctionner véritablement jusqu'au bout. En tous les cas, il a cette perspective. Donc tous les ans, il annonce qu'il va le faire l'année prochaine. Et l'année suivante, il annonce que ce n'est pas encore possible et qu'il le fera l'année dernière. Donc en fait, on attend, mais ça n'arrivera pas, même s'il a annoncé que la formation, la coordination de toutes les équipes internationales est prête. Il prétend qu'il y a un très grand nombre de chirurgiens qui sont avec lui, qui lui ont donné son accord pour l'aider le jour J, mais il n'a pas donné leur nom pour ne pas nuire à ces personnes. Alors je vois que je suis long, alors j'ai presque fini, j'arrive à la dernière partie ici. Donc on voit que de vouloir dépasser la frontière entre la vie et la mort en faisant des greffes de tête, on voit que c'est peut-être... ça ne va pas marcher tout de suite en tous les cas. Okay. Par contre, la question de la frontière, elle, n'est pas réglée. Quelle est la frontière physiologique entre la vie et la... Connaît-on véritablement ce qui se passe
quand on passe de vie à trépas? Est-ce qu'on connaît les mécanismes qui se produisent, et dans le cerveau en particulier, puisque c'est l'organe, hein, c'est l'organe nécessaire pour être vivant au sens plein. Et ça, en fait, ça correspond à un thème de recherche, maintenant, qui n'est pas beaucoup représenté dans le monde. On a notre équipe ici à l'Institut qui travaille sur ce sujet. Pas tellement d'équipes le font, mais il y a des choses qui ont été faites, des avancées ont été réalisées, des avancées d'ailleurs dans différentes équipes qui sont assez cohérentes et qui ont donné des résultats nouveaux que je vais vous présenter maintenant. Alors, juste quand même pour vous parler un peu de concept, parce que comment on envisage l'existence d'un être humain? D'accord? Alors, en fait, on l'envisage généralement de manière assez simple, avec l'alternance d'états stables. D'accord? Bon, alors stable, ça ne veut pas dire qu'on est tout le temps en bonne santé, mais enfin, on est vivant, même si on est malade, on est vivant. Avant d'être vivant, eh ben, on est non existant. Qu'est-ce que c'est que la non-existence avant de devenir une entité biologique? Moi, je ne sais pas. Si quelqu'un le sait, je serais ravi qu'il me le dise. En tous les cas, on considère un point limite à partir duquel on devient un être vivant. Alors, vous avez vu que la Cour suprême du Texas, c'est toi qui me l'as dit d'ailleurs, a établi que le premier battement cardiaque, donc c'est 6 semaines d'aménorrhée, je crois, c'est ça, hein? Ça constitue le début de la vie. À partir de là, on ne peut plus faire d'IVG. Tout ça, évidemment, c'est une mascarade. C'est pour, évidemment, empêcher les femmes de pratiquer l'IVG. Et surtout, et on aurait pu leur dire à ces Texans que le battement cardiaque n'est plus une référence pour l'existence humaine. Mais c'est le fonctionnement du cerveau. Et quid du fonctionnement du cerveau à 6 semaines? Bon. Je ne suis pas un spécialiste du développement du cerveau, mais enfin, je pense que cette idée du premier battement cardiaque c'est purement ridicule d'un point de vue médical et biologique. Après, donc, on est vivant, et puis il va s'installer à un instant donné la fin des fonctions cérébrales, et à partir de là, le médecin va déclarer que vous êtes mort. Donc, vous allez passer dans un autre état stable, qui est celui de la mort, c'est-à-dire l'arrêt. Alors, c'est considéré, toujours la mort est toujours définie de manière négative par rapport à l'existence préalable. Donc voilà comment on considère en général ce que c'est que la vie. Voilà, le destin humain représenté par ce schéma très simple. Mais nous, ce qui nous intéresse dans le laboratoire, c'est qu'est-ce qui se passe là. Et j'aurais dû rajouter quelque chose ici, parce que qu'est-ce qui se passe quand on revient d'un état physiologique critique, par exemple consécutif à un arrêt cardio-respiratoire qui a duré plusieurs minutes. D'accord ? Qu'est-ce qui se passe dans ces périodes de transition? On s'intéresse aux périodes de transition. Il n'y a que ça qui nous intéresse là, hein, les périodes de transition. Alors, juste un mot historique, parce que vous avez vu, j'aime bien l'histoire. Donc, en fait, le premier qui a décrit quelque chose qui se passe au moment de cette transition, le tout premier, où on revient, c'est Richard Caton. Mais lui, en fait, Richard Caton a vieilli depuis tout à l'heure, vous avez remarqué, c'est plus la même tête. Je suis assez fier de ça, parce que là, il est plus vieux maintenant. Et en 1887, il publie un article sensationnel, dans lequel il écrit les courants du cerveau, hein, étaient augmentés lors de la suspension de l'activité fonctionnelle produite par l'anesthésie. Exact, il a raison, on le sait très bien. Certaines anesthésiques vont provoquer des ondes électroencéphalographiques de grande amplitude et rythmique. Et nous, dans le laboratoire, on a travaillé là-dessus et on sait très bien ce que c'est que ces ondes, et on connaît le comportement des neurones en dessous, et on sait que, en fait, ces ondes de l'anesthésie, elles sont dues à des courants qui vont traverser la membrane des neurones et qui vont se synchroniser à l'intérieur du cerveau. Et ça produit des grandes ondes. En fait, il s'en était déjà rendu compte, lui. Et puis, il écrit aussi que ces courants sont augmentés au moment de la mort. Tiens, au moment de la mort, il y aurait une augmentation des courants électriques cérébraux et qu'ils disparaissent peu de temps après, enfin, ils diminuent peu de temps après jusqu'à disparaître complètement. On n'est pas tous d'accord pour interpréter cette dernière phrase, mais il est possible, enfin moi c'est mon hypothèse, que en fait Richard Caton ait déjà décrit, sans le savoir bien entendu, l'onde de la mort qui a été décrite bien après. Et voilà un des articles, un des tout premiers articles qui décrit cette onde de la mort, un article réalisé par des collègues hollandais qui a été publié en 2011 dans la revue PLOS ONE, c'est une revue assez modeste, hein, mais qui permet justement de publier des choses rapidement et des choses un peu peut-être que d'autres journaux auraient du mal à publier. À tenter de comprendre ce que c'est que cette onde de la mort. On va essayer de comprendre. Alors vu qu'à l'époque, on travaillait déjà sur le cerveau isoélectrique, hein, les comas très profonds, on s'est dit, ben voilà, là on touche quelque chose qui est intéressant. On a une onde qui survient sur un état isoélectrique et qui peut être le début de la mort. Allons voir ce qui se passe là-dedans. C'est ce qu'on a fait.
Juste ici, pour vous montrer que cette onde de la mort, ce n'est pas un truc de rat, en fait. C'est un truc d'être humain aussi. Ça existe chez l'homme. Alors, ça a été montré chez l'homme dans des services de soins palliatifs. Enfin, donc, ça ne se fait pas en France, mais ça s'est fait aux États-Unis. Donc, ici, ça, c'est l'équipe de Jan Dreyer, un collègue allemand. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Ce sont des patients en soins palliatifs. Et puis, au moment de l'extubation, ici, donc, il marque les arrêts de soins de ces patients, les soins de survie. Il va enregistrer l'activité électrique du cerveau. Il va l'enregistrer en surface, en profondeur aussi, parce que certains patients ont été implantés pour des raisons chirurgicales avant qu'ils soient mis dans un service de soins palliatifs. Il va enregistrer ce qui se passe après l'extubation et il voit apparaître une onde ici. Alors il l'appelle autrement, il l'appelle la terminal spreading depolarization. Notre hypothèse, et je pense qu'on peut le confirmer, cette onde, en fait, est rigoureusement la même que celle-là. Quand je dis la même, c'est-à-dire qu'il y a les mêmes mécanismes derrière. On arrive à la fin, hein, c'est la dernière diapositive de scientifique. Bon, alors, qu'est-ce qu'on voit ici? Voilà ce qu'on a fait pour essayer de comprendre ce que c'est que cette onde. Alors, on s'est dit, c'est un peu notre truc, on est poussé d'ailleurs dans cet institut pour faire mieux et aller plus loin que les autres. Je dis ça devant le directeur de l'institut qui se trouve au fond et qui va sûrement m'approuver. Donc on s'est dit, on va aborder la question, mais on va aller plus loin, on va faire beaucoup mieux. On a fait mieux de deux manières différentes. Premièrement, on ne s'est pas contenté simplement d'enregistrer un électroencéphalogramme. Ce qu'on a fait, c'est qu'en même temps, on a descendu une électrode dans le cerveau, très très fine, en verre, qu'on a mis à l'intérieur des neurones, enfin, d'un neurone à chaque fois. Ce qui nous permettait, l'idée de voir, parce que quand on a un neurone, on a le mécanisme de ce qui se passe au-dessus. D'accord ? Quand on voit comment un neurone se comporte, ça explique ce qu'on voit en surface dans le cerveau. Donc on a fait ces doubles enregistrements. Et l'autre nouveauté, c'est qu'au lieu de décapiter les animaux, parce que quand on décapite, en fait on l'a vu avec les greffeurs de tête, il n'y a pas de retour possible. Okay ? On s'est dit, il nous faut un retour. Il nous faut un retour parce qu'on veut voir ce qui se passe quand le cerveau va récupérer ou pas ses fonctions après un arrêt cardio-respiratoire. Donc on a fait une réanimation. Donc on a interrompu la respiration de l'animal pendant un certain temps, des temps variables, et après on l'a réanimé et on a regardé ce qui se passe dans l'électroencéphalogramme et dans les neurones. Et là, surprise, mais surprise partielle, parce que en fait, ça a été montré par d'autres aussi, hein, on voit que la première chose qui apparaît, c'est une augmentation d'activité. Hein, c'est un peu comme a dit aussi Richard Catton. On voit des trucs qui se passent en plus, et notamment dans des gammes de fréquences électriques qui sont celles de l'éveil conscient. Donc c'est comme si, tout se passe comme si, je dis bien, je vais mettre tout ça entre parenthèses, enfin entre guillemets, comme si au moment de la mort, juste avant la mort, il y avait un sursaut d'activité cérébrale qui ressemble à de l'éveil conscient. Okay ? Alors évidemment, vous avez compris, ce type d'activité, beaucoup pensent, beaucoup de gens qui travaillent là-dessus d'ailleurs, ils pensent que cette activité, en fait, c'est celle qui est responsable des expériences de mort imminente. Vous connaissez les expériences de mort, ces patients qui ont fait des arrêts cardio-respiratoires et qui racontent après des phénomènes de type hallucinatoire. Bon, on pourra en parler après si vous voulez. Donc ça pourrait expliquer ça. Nous, ce n'est pas notre hypothèse en tous les cas. Puis après, on a un ralentissement des ondes, ça disparaît. Et dans le neurone aussi, tout disparaît. Les synapses deviennent silencieuses, il n'y a plus de potentiel d'action dont je vous ai parlé. Et puis au moment de la mort, on voit un truc qui apparaît dans le neurone. Le neurone, en fait, et c'est là où on a compris les mécanismes de cette onde de la mort, le neurone, en fait, il perd sa capacité à maintenir stable, justement, ses propriétés électriques. Vous voyez ? Encore du galvanisme, quoi. Ce sont les propriétés électriques intrinsèques au neurone qui lui confèrent ses propriétés fonctionnelles. S'ils les perdent, quand il n'y a plus d'oxygène, c'est ce qui se passe quand on meurt, hein. C'est comme ça que ça se passe. Il n'y a plus d'oxygène. Les neurones perdent cette capacité à maintenir constant leur propriété électrique. Et puis, qu'est-ce qui se passe ? Eh ben, ce potentiel électrique va s'annuler, car il finit par s'annuler. Là, il est quasiment annulé. Il va s'annuler et le neurone va rentrer dans un processus de mort, et les réseaux de neurones aussi, et le cerveau aussi. Okay ? Bon. Et puis, on va le réanimer. Alors que c'est quand même mal barré ici. Hein. Il est dans une situation, le neurone, qui fait qu'il part en fait vers une situation qui est censée ne pas être réversible et qui est considérée encore par certains comme non réversible, alors que nous, on a montré que ça l'était. On va faire une réanimation et hop, ça, vous voyez que le potentiel ici électrique du neurone revient. Et puis surtout, on voit apparaître ici une autre onde.
Et cette onde-là, elle n'avait jamais été décrite avant. Nous, on l'a baptisée, alors on a discuté dans le labo pour savoir comment on allait l'appeler. On l'a appelée l'onde de la réanimation. Pourquoi? Parce qu'elle marque... En fait, c'est devenu un marqueur, mais vraiment extrêmement... D'ailleurs, c'est rare qu'un marqueur soit aussi fiable quand on fait de la neurophysiologie. Les gens qui font ce type d'études ici le comprennent. À chaque fois qu'on voit cette onde, on sait que le cerveau va récupérer. D'accord? Ça n'a pas manqué une seule fois. Donc on a un marqueur de la récupération et on sait à quoi ça correspond. Ça correspond au fait que justement, ces courants électriques vont récupérer dans le neurone, ça récupère, ça récupère, ça récupère. Voilà, alors pour finir, qu'est-ce qu'on peut tirer de tout ça? Alors déjà, on peut dire que le modèle que je vous ai montré au début, ce modèle discret entre non-existence, vivant, état-mort, est un modèle totalement caduc, qui n'a aucun sens. Donc il faut repenser les choses. Donc là, vous voyez, on est à la frontière de la neurophysiologie, de la médecine et de la philosophie. Il faut oser dire les mots. Donc on est dans des considérations où on est obligé de se questionner entre nous, enfin nous-mêmes, et de se questionner aussi avec les autres sur ce que ça signifie d'être vivant. Et qu'est-ce qui se passe quand on ne le devient plus? Alors, qu'est-ce qu'on peut en tirer? On peut en tirer déjà que ce modèle est donc caduc. Mais est-ce que ça nous permet de dire à quel moment le cerveau rentre dans un processus irréversible qui va à la mort? Et la réponse est non. Alors, on travaille dessus encore en ce moment, mais pour l'instant, on n'a pas de signe objectivable qui nous permet de dire maintenant, là, on sait, à cet instant précis, on sait qu'on est dans un processus irréversible, qu'on pourrait identifier d'ailleurs, du coup, comme étant le début de l'état de mort. Ce que croyaient les Hollandais quand ils ont dit Wave of Death, ils se sont crus malins, si j'ose dire. Enfin, je les connais, ils sont très sympathiques, mais c'est pas... Voilà. Ils sont crus malins parce qu'ils ont cru que c'était un marqueur du début de la mort. Mais ça ne l'était pas. Pourquoi? Parce que ça peut récupérer, justement. Alors si on regarde ici, par exemple, ça, c'est parce qu'évidemment, une réanimation chez un patient, vous le savez, enfin, c'est terrible ces histoires-là, mais une réanimation cardio-respiratoire, ça ne fonctionne pas à 100%. C'est plutôt des pourcentages de réussite qui sont plutôt faibles. D'accord? Bon. Alors, qu'est-ce qui se passe quand ça ne fonctionne pas? GDRA aussi, ça ne fonctionne pas. Et on voit rien. On a l'onde de la mort, bien sûr, on l'a même ici, hein, et puis on n'a rien. Et on n'a pas de marqueur. En fait, la mort ici, on l'attend. On attend quelque chose qu'on ne voit pas. En fait, elle ne vient pas si on voit apparaître l'onde du retour. D'accord? Donc, en fait, la mort, l'instant de la mort devient un instant par défaut dans le sens où c'est l'absence de quelque chose qui doit arriver et qui indique qu'on va récupérer. Ça va? Je ne sais pas si c'est clair ici. On a une vision par défaut. On attend quelque chose qui ne vient pas. Et si on attend, c'est ça la mort. C'est juste attendre, en fait. Donc ce modèle-là, il faut le remplacer par celui-là. Alors quand je dis celui-là, évidemment, il pourrait être un peu plus élaboré, je m'en excuse, hein, j'ai fait ça spécialement pour vous, mais on pourrait imaginer au début... Donc on a ce sursaut cérébral que tout le monde a décrit. Hein. C'était décrit chez les rats, ça a été décrit chez l'homme aussi, donc il existe, c'est clair. Qu'est-ce qu'il signifie? On ne sait pas. À quoi il est dû? On ne sait pas non plus. Et puis après, on a une extinction progressive des fonctions cérébrales. Extinction progressive jusqu'à quand? Jusqu'à qu'on soit définitivement mort. Mais à quel moment? On ne sait pas. Alors cette extinction, vous voyez, j'ai mis des courbures de différentes longueurs parce qu'on ne sait pas quand ça s'arrête. Voilà, alors juste pour rendre hommage à tous les Frankenstein de cet exposé, alors je ne vais pas les reprendre, hein. Par contre, celui-là, je n'en ai pas parlé, celui-là c'est Peter Cushing, j'aime beaucoup Peter Cushing, c'est le comédien anglais, vous connaissez, c'est celui qui a interprété Dr. Frankenstein le plus merveilleusement. C'était aussi quelqu'un d'extrêmement intelligent. Je vous conseille de lire ses mémoires, elles sont absolument... Et d'ailleurs, c'était un penseur de la science aussi, c'était quelqu'un d'extrêmement profond. Ils sont tous là, ou presque. J'ai mis une barre sur celui-là, vous avez compris pourquoi. Je vais dire un mot quand même sur les docteurs Frankenstein d'aujourd'hui, car il y en a dans cet institut, il y en a ailleurs aussi. Hein. Alors voilà l'équipe de notre institut. Alors, tout d'abord, Adrien Schramm était postdoc quand on a commencé cette étude. Donc Adrien, en fait, est le premier qui a mis une électrode à l'intérieur des neurones pendant l'onde de la mort. D'accord? Et c'est lui qui a découvert l'onde de la réanimation. C'est un garçon absolument incroyable. Il a décidé, hélas, d'arrêter de faire de la recherche. C'est un grand dommage, c'était vraiment
Bon, bref, je vais me mettre à pleurer, alors je vais arrêter de parler de lui. Donc il a décidé d'arrêter, mais nous avons Antoine Carton-Leclerc, qui finit sa thèse en ce moment dans le laboratoire, qui a pris le relais, en fait, d'Adrien, et qui poursuit la recherche que je viens de vous présenter. Alors, qu'est-ce qu'il fait, Antoine ? Antoine, il essaie de savoir comment naissent les deux ondes dans le cortex cérébral. Est-ce qu'il y a une séquence particulière d'apparition de cette onde dans le cortex ? Et si c'est le cas, comment ça se propage ? Alors, je vous annonce que les résultats, on les a, on va les publier bientôt. Mais je ne peux pas vous les donner parce que ce n'est pas publié. Donc il y a le directeur de l'Institut au fond qui m'engueulerait. Et les membres de mon équipe aussi m'engueuleraient. Ils auraient raison. Donc je ne peux pas vous donner ces résultats. Mais on a découvert comment se fait. Et on sait, je vous dis un teaser un peu, on sait par où le cerveau commence à mourir. Et puis ce travail, il a été coordonné par Séverine Mahon, qui est dans la salle ici. C'est celle qui a coordonné toute cette bande de jeunes chercheurs pour réaliser toutes ces études. Ça, c'est Chana Diallo. Chana, c'est intéressant parce que Chana, c'était une étudiante en licence. Alors, c'est rare que les gens en licence viennent dans cet institut faire des stages. Souvent, on ne va pas les prendre. Elle a tellement été insistante que j'ai craqué. J'ai dit, OK, viens. Bon, ouais. Et puis, elle a participé et on a publié ensemble avec elle un article. Et ça, c'est la toute dernière docteure Frankenstein du laboratoire, Sophia Carion, qui est là. Donc Sophia, elle a une vision encore plus générale des ondes de la mort et de la réanimation. Elle, ce qu'elle essaye de faire, c'est de décrypter en fait l'organisation spatiale de ces ondes dans toutes les structures cérébrales. Est-ce qu'il y a un pattern, est-ce qu'il y a un pattern de propagation, d'apparition et ou de propagation de ces ondes dans le cerveau, et quel est le mécanisme ? Donc, il y a encore beaucoup de boulot. On est loin d'avoir fini. L'avenir, on verra après moi. Quand j'arrêterai, d'autres continueront, j'en suis persuadé. En tous les cas, je le désire. Et puis, donc, la boucle est bouclée. C'est fini. La boucle est bouclée. On a fait vous avez compris, j'espère, j'ai été convaincant de mettre en relation la Villa Diodati et l'Institut du cerveau. Et comme exemple, pour démontrer ça, comme exemple, je vais prendre cette phrase de Dr Frankenstein dans le Mary Shelley, la première version. Je m'interrompais, examinant et analysant les moindres détails de la relation entre la cause et l'effet, tel qu'illustré par le passage de la vie à la mort et de la mort à la vie. C'est exactement ce qu'on fait dans notre laboratoire. Merci de votre attention et excusez-moi pour la... C'est vraiment formidable, hein ? Bravo. Bravo, non, c'est super, vraiment. Comme c'est intéressant, et justement de montrer toute cette dynamique de pensée depuis plusieurs siècles pour arriver à ce que vous avez fait. C'est remarquable, hein, les travaux que vous avez faits, je trouve. Alors évidemment, il y a des questions. Est-ce que vous avez des questions à poser ? Jean, bien sûr, Jean Fégé. Oui. Bonjour Jean, d'abord. Bonjour. D'abord, excusez-moi, tous mes compliments pour cette revue, cette historique de l'électrophysiologie, là. Comme électrophysiologiste, bon, vous comprenez. D'autre part, cette onde de la mort m'a rappelé une histoire un peu vaseuse. Vas-y. Comme pouvait en sortir de temps en temps Madame Fessard. Aïe, aïe. Comment ? J'ai aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Qui était la dépression envahissante d'un chercheur brésilien, si je ne me trompe. Et la spreading inhibition. Léao, oui. Qui pouvait être considéré comme le moment où un neurone perdait son équilibre électrolytique. Exactement. Alors, est-ce que cette onde de la mort ne correspondrait pas au fait qu'au niveau d'un neurone, la chute de métabolisme entraîne une perte de contrôle de l'équilibre ionique ? C'est exactement ça, tu as parfaitement compris. C'est le fait qu'il y a moins d'oxygène. S'il y a moins d'oxygène, alors je vais être un peu technique, parce que j'ai un collègue qui me pose une question un peu pointue. Moins d'oxygène, les neurones ne vont plus fabriquer une molécule qui s'appelle l'ATP. Okay, et cette molécule ATP, en fait, elle permet à d'autres molécules de maintenir constant la concentration des ions de part et d'autre de la membrane. Donc c'est ce que tu dis, Jean. C'est ça dont tu parles, j'imagine. Et en fait, ce qui se passe, c'est que quand ce transporteur d'ions en fait, ne fonctionne plus, les ions, qu'est-ce qu'ils font ? En fait, ils font un truc que
qu'on fait tous, tout le temps. Ils vont vers l'équilibre. C'est-à-dire que tout va diffuser passivement à travers la membrane des neurones. Tout diffuse passivement. Il n'y a plus de système actif qui maintient le système dans un état donné. Et on va vers zéro. On va vers un équilibre où tout ça. Donc c'est ce que tu dis. Ça, et effectivement, c'est à peu près le même mécanisme que ceux décrits par Léao et Madame Fessard, qui a travaillé là-dessus aussi. Effectivement, tu as raison. Donc en fait, le principe général de cette onde est connu depuis très longtemps. Très longtemps. Mais il n'avait pas identifié. Mais tu vois, dans le cas de l'onde de la mort, tel que je l'ai montré avec une anoxie dans un animal antique, etc., la démonstration de ce qui se passe dans les neurones à cet instant-là n'avait jamais été obtenue. Nous sommes les premiers à l'avoir fait. Je vais penser à d'autres questions. Je voulais juste faire une remarque, une remarque médicale. C'est-à-dire qu'il ne faut pas croire que quand on a une interruption cardio-respiratoire prolongée, on a cette espèce d'angoisse qu'ont les médecins réanimateurs et les neurologues en particulier. C'est-à-dire, on peut récupérer une fonction cérébrale normale au bout d'un temps qui est très variable selon les malades, mais qui est tout de même très bref. Très bref. On dit qu'au bout de 10 minutes, pratiquement, il n'y a plus rien. Et le drame, c'est les séquelles qui restent. C'est-à-dire qu'on peut avoir de l'activité cérébrale, mais dans un endroit ou un autre, mais pas dans tout le cerveau, si bien que les fonctions mentales, motrices, intellectuelles, émotionnelles, sont éventuellement très handicapées. Comme Vincent Lambert, j'ai lu dans la presse qu'il y a des milliers de personnes en France qui, je ne dirais pas ne vivent, puisque peut-être qu'ils ne vivent pas, mais qui sont maintenus en activité cardiovasculaire par des appareils. Sont-ils morts ou sont-ils vivants? Faut-il les débrancher? Que pensez-vous? Alors, ce que je pense, je l'ai écrit dans mon livre. Je vais faire un peu de pub aussi. Il y a même mon éditeur qui est là, alors j'en profite pour montrer que je suis un bon écrivain, voilà. Qu'il n'y ait pas d'ambiguïté. Alors, vous parlez de Vincent. Moi, personnellement, je ne suis pas médecin et je ne vais pas parler de cas particuliers de malades. J'en ai pas le droit, et ni le droit, ni les compétences. Par contre, je peux parler des cas généraux. Ça, je peux le faire. Vincent Lambert, à ma connaissance, il était dans un état végétatif permanent. Okay, donc, il n'était pas en état de mort cérébrale. Vincent Lambert, je dis ça devant des collègues neurologues, Vincent Lambert respirait spontanément. Il respirait spontanément. Il n'avait pas besoin d'assistance respiratoire. D'accord ? Il était dans un état végétatif permanent qui n'est pas le coma. Parce qu'il pouvait ouvrir les yeux. Là, je ne parle pas de lui, je parle de l'état végétatif permanent en général. Donc, il pouvait avoir des alternances d'état de vigilance. C'est ça aussi, l'état végétatif. Mais il ne pouvait pas être conscient au sens où on l'entend. Là, il n'y avait pas de démonstration clinique qu'il pouvait interagir consciemment et de manière cohérente avec son environnement, ce qui laisse penser qu'il est inconscient et de manière définitive. D'accord ? Donc, par rapport à votre question, Vincent Lambert ou les patients qui sont dans un tel état catastrophique ne sont pas en état de mort cérébrale. D'accord ? Mais ce sont des cas encore limite différents. Mais ils ne sont plus capables d'être conscients. La question de savoir s'il faut débrancher ou pas, très, très honnêtement, cette terminologie, je trouve ça affreux. Un être humain n'est jamais branché. On ne branche pas un être humain. On branche un instrument médical qui permet à un être humain de respirer. Donc un être humain, on n'a pas à débrancher un être humain. Je trouve ça un peu... Bon. Mais cette question-là, ce n'est pas à moi de la résoudre. Ce n'est pas à vous non plus. C'est justement la culture. C'est ce que je disais au début. Il va falloir qu'il y ait un débat, peut-être, je ne sais pas. C'est un énorme problème. Un énorme problème. Par exemple, des comas végétatifs en France, il y a quand même 1400 cas comas végétatifs comme ça. C'est-à-dire qu'ils mobilisent 1500. Des équipes, les 3-8, et qui n'ont aucune conscience, simplement avec un cœur qui bat. Chacun peut se prononcer à ce sujet, mais c'est extrêmement délicat. Voilà, c'est une question éthique fondamentale et que personne n'ose vraiment aborder, sauf peut-être ici chez nous, avec les travaux qui sont les vôtres, avec les travaux de Lionel Nakache, qui essaie de détecter des éléments de conscience. Voilà. Bon.
Moi, à mon avis, je suis très clair. Si une personne n'a plus aucune conscience et de manière définitive et irréversible, je considère qu'il est mort. Pas la peine de. Alors c'est une préparation anatomique, on s'en sort pas, on a autre chose à faire, franchement. Mais ça, c'est mon avis personnel. Donc là, si je peux me permettre, on peut discuter aussi. Donc là, on passe de la version cérébrocentrée de l'existence à la version cogito-centrée. Pour toi, on est d'accord ? Oui, mais comme le cerveau, c'est le cogito, hein, on ne pense pas avec ce qui est en dessous du cou, on ne pense qu'avec son cerveau. Hein. On ne pense même pas avec une moelle épinière, on ne pense pas avec les nerfs périphériques, on ne pense qu'avec son cerveau. On pourrait même dire qu'on ne pense qu'avec son cortex, mon cher. Oui. Non, parce que je dis, il y a les deux grands mythes, si vous voulez. D'abord, c'est l'intestin qui pense. Hein. Le deuxième cerveau, quand même, il ne faut quand même pas charrier. Bon. Ouais, je suis d'accord avec lui. Hein. Et puis l'autre chose, c'est l'idée qu'on pense avec son corps. La plupart des gens pensent que la pensée, c'est quelque chose qui mobilise certainement, évidemment, le système nerveux, dont le cerveau, mais aussi l'ensemble du corps. Non, mais si vous voulez en discuter, on pourra en discuter. Je voudrais revenir à l'exposé de Stéphane. Non, mais Pardon. C'est très vous avez d'autres questions ? Oui. Du coup, bonjour. Désolé, je ne suis pas médecin, donc mes questions ne sont pas forcément bien posées. Ma question, c'est sur les expériences de Berg, donc sur les neurones. Pourquoi est-ce que, quand son fils ne réfléchissait pas, pourquoi est-ce qu'il y avait plus d'activité ? Et du coup, est-ce qu'il y a aussi plus d'activité quand on dort que quand on est éveillé ou pas ? Excuse-moi, les expériences de Berger, pardon. Ah, Berger, pardon. D'accord, ok. Donc là, tu es en train de... Enfin, vous êtes en train, pardon, je sais pas, moi je tutoie tout le monde, hein, je m'excuse. Donc vous êtes en train de parler de la relation qu'il peut y avoir entre les ondes électriques du cerveau et l'état de conscience, c'est ça ? Alors, c'est super important, intéressant comme question, qui n'est pas totalement résolue. Pour l'instant, ce que l'on fait, ça c'est une vraie question, ça mériterait un débat, une discussion très longue, mais ce que l'on fait, c'est on établit des corrélations entre l'état de vigilance, l'état de conscience, éventuellement les fonctions cognitives d'une personne, avec les patrons d'activité électrique qu'on enregistre à la surface de son cortex cérébral. La question en particulier que tu poses, c'est de savoir pourquoi, quand il est éveillé, c'est plus petit, rapide, alors que quand on dort, c'est grand, c'est ça ? En fait, tout ça, c'est à cause du tronc cérébral, justement. Quand on se réveille, ou alors plutôt prenons l'inverse, quand on s'endort, d'accord ? Quand on s'endort, le tronc cérébral va arrêter de libérer certaines molécules au niveau de notre cortex. D'accord ? Et le fait de faire ça, les neurones vont rentrer dans un autre type d'activité qui va être une activité qui va osciller. Et ça va osciller, et c'est une des propriétés du système nerveux, c'est que quand on a des systèmes qui oscillent et qui sont connectés, ils vont se synchroniser. D'accord ? Ça va se synchroniser. Le cortex, le thalamus en dessous va se synchroniser. Il va y avoir des ondes qui vont comme ça. Et ces ondes sont tellement fortes, d'accord, que les informations qui viennent de l'extérieur ne peuvent pas les perturber. Donc en fait, ça constitue une sorte de filtre des informations qui viennent de l'environnement et qui empêchent toutes ces informations de transiter jusqu'au cortex cérébral. Donc finalement, une personne qui dort, elle est dans un état en sommeil lent. En sommeil lent, il y a le sommeil paradoxal et le sommeil lent. En sommeil lent, elle dort parce que son cerveau n'est plus rien capable de faire d'autre que de faire ces oscillations lentes et rythmiques. D'accord ? Et quand tu te réveilles, paf, à ce moment-là, il y a un arrêt, il y a des neuromodulateurs qui vont modifier complètement l'activité des neurones. Les neurones vont devenir beaucoup plus actifs, très actifs entre eux, d'accord ? De manière un peu anarchique, non, pas anarchique, le mot est totalement inapproprié. Ils vont être de manière un peu asynchrone entre eux. Et ça crée un bouillonnement. Et ce bouillonnement, c'est la conscience. Ça a répondu à votre question. C'est bien. C'est bien. Oui ? Merci. J'ai une question un peu plus historique. Oui, pardon. J'ai beaucoup lu sur l'électricité, le début de l'électricité dans médecine. Et pour moi, celui qui avait fait les premiers travaux publiés importants était le docteur Marat, celui qui a été assassiné par Charlotte Corday. Oui. Et il a eu des prix là-dessus.
Je connais. Et ces travaux ont été beaucoup repris par les médecins de la Révolution et de l'Empire. Et il n'a rien fait dans votre domaine, ce que vous appelez l'électrophysiologie. Alors, ça, c'est un peu subtil. Mais Marat, effectivement, a fait des... Il a fait des stimulations électriques, mais pas avec des arcs bimétalliques qui permettaient d'appliquer des stimulations locales. Il utilisait, à l'époque, là on est donc pendant la Révolution et même avant, en fait, il utilisait ce qu'on appelle des bouteilles de LED. Et ces bouteilles de LED, en fait, sont des accumulateurs. Donc, ce que faisaient Marat et d'autres, et même l'abbé Nollet, ce que faisait l'abbé Nollet aussi avant, en fait, ils utilisaient des accumulateurs de courant comme ça. Et en fait, ce qu'il faisait, c'est que tout à coup, il libérait tout le courant qui était condensé et bam, ça partait. Et le nombre de gens qui sont morts à cause de ces stimulations est considérable, d'accord ? Non, mais même à la cour de Louis XIV, ils s'amusaient à faire ça, le nombre de gens qui sont morts, etc. Même l'abbé Nollet avait électrocuté des moines qui se tenaient la main sur 1 kilomètre, je crois. Vous imaginez le truc ou pas ? Il avait réussi à débiter des... On va arrêter là, hein, parce que c'est trop morbide. Ils sont tombés, les moines sont tombés, et la plupart sont morts du choc électrique. C'est une histoire vraie. Donc c'est pas tout à fait pareil. Je ne dis pas que l'électricité a été inventée avec Galvani, c'est pas ce que j'ai dit. Hein. J'ai dit, on a là le début de l'étude des propriétés électriques du système nerveux. Et vous avez raison, beaucoup de choses ont été faites avant. Autre question, si vous réfléchissez. Qu'est-ce qui se passe si on a un nerf avec un muscle et qu'on stimule avec d'autres moyens, par exemple des moyens chimiques? On peut exciter le nerf avec des moyens chimiques. Si on presse, si on fait des moyens physiques, qu'est-ce qui se passe? La même chose. D'ailleurs, est-ce que tu as déjà pris un coup de poing dans l'œil? Ah ben, souvent. Et tu as remarqué que tu vois de la lumière. Oui. Et pourquoi tu vois de la lumière? Ceux qui ont pris des coups de poing dans l'œil ici, je pense qu'il y en a plein. Oui, mais quand on prend un appuie coup dans de poing, l'œil même. voilà, même un coup de poing, c'est bien, c'est mieux un coup de poing, je préfère. Enfin, je préfère, c'est pas que je préfère. D'accord. C'est plus efficace. Il est dangereux. Quand tu prends un coup de poing dans l'œil, en fait, ce que tu fais, c'est que physiquement, tu vas déclencher des potentiels d'action dans les neurones ganglionnaires et qui vont après transmettre un signal lumineux jusqu'à ton cortex. Donc un nerf, on peut cogner dessus, on peut mettre effectivement des substances chimiques, on peut mettre même avec des UV, on peut déclencher d'ailleurs avec des UV, on peut même déclencher des... Donc on peut stimuler un nerf presque n'importe comment. Je vous le déconseille quand même. Est-ce que vous avez d'autres questions? Il faudrait qu'elles soient assez brèves. Oui, parce que c'était tellement passionnant, mais c'est vrai qu'on a un peu dépassé. Ouais, je m'excuse. Non, pas du tout, c'était passionnant. Oui, merci. Vous nous avez démontré brillamment que le cerveau était l'organe le plus important, évidemment, pour le maintien en vie. Est-ce que on est capable de dire que le cerveau peut vieillir plus lentement que les autres organes? Et est-ce qu'on pourrait imaginer que c'est un peu les thèses du transhumanisme et autres, c'est-à-dire que si on arrivait, si on arrivait à compenser les défaillances de tous les autres organes ou par des greffes ou des machines, sans greffer la tête, mais est-ce que le cerveau pourrait survivre plus longtemps que le reste des organes? Vous voyez ce que je veux dire? Alors là, je pense, moi je ne fais pas partie de ceux qui prétendent tout savoir, d'accord? Dans la question que vous posez, je ne peux pas vous répondre. Je peux répondre un peu, moi, si tu veux. Mais toi, tu peux. Peut-être Marie Quédin peut aussi. Donc tous les deux, vas-y, Yves est un spécialiste, je pense, du sujet. Non, un peu. Ce qui est vrai, c'est que si vous mettez des neurones en culture par rapport à d'autres cellules, les neurones sont plus résistants. Ce sont des cellules très résistantes. Par exemple, on peut penser que, vous savez, les premières cellules à mourir, c'est les cellules c'est la cataracte, c'est les cellules comment on l'appelle déjà, du cristallin, voilà, du cristallin. Et puis les neurones, on a pensé que si on court, on fait des courbes, évidemment complètement projetées, on arrive à penser que des neurones pourraient vivre 150 ans, certains neurones. La deuxième chose, c'est que les neurones ont des durées de vie complètement différentes les uns des autres. Ça, c'est démontré, c'est démontré scientifiquement. Par conséquent, le problème que vous posez, c'est le vieillissement. Pour revenir à l'idée des fonctions mentales et donc de la conscience qui fait ce que nous sommes,
Sans conscience, sans fonction mentale, nous ne sommes rien d'autre que de la matière inerte, en fait. Donc nous ne sommes pas inertes. Eh bien, si on garde cette idée-là, c'est clair que on pourrait prolonger les gens très longtemps, probablement encore jusqu'à 110, 120 ans, peut-être même un jour 130 ans, mais dans un état qui est insupportable, qui est impensable, avec des handicaps mentaux absolument catastrophiques. D'ailleurs, il n'y a qu'à voir, déjà, si vous connaissez simplement des plus que centenaires, on dit, mais elle est formidable, elle a 108 ans, elle est extraordinaire, vous avez vu. Si vous parlez un tout petit peu avec ces gens-là, ou si vous essayez de les faire marcher, c'est quand même catastrophique, quoi. Hein. Alors, je vous laisse avec cette idée-là. Hein ? Ça, c'est une réponse. Hein. Vous n'êtes pas d'accord avec moi ? Mais c'est ce que je vous dis. Mais après 100 ans... Il y a même des crétins de 15 ans. Hein. Oui, oui, le vieillissement se fait en pièces détachées. Et dans le cerveau... Bien joué, c'est bien. Et dans le cerveau, si vous voulez, comme vous avez des milliards et des centaines de milliards de cellules nerveuses, elles vieillissent toutes à des vitesses différentes. Donc, mais bref, après 110, 120 ans, il n'y a plus d'hommes, quoi. Il n'y en aura jamais, pour moi en tout cas. Mais voilà. Vous avez d'autres questions ? Non ? On va peut-être s'arrêter. Alors, une dernière question. Monsieur qui va poser une question. En anthropologie, je me rappelle les cours de Jussieu, on disait que chez l'homme, le cerveau vieillit aussi vite que nos ancêtres de Cro-Magnon. Et c'est-à-dire que notre corps, avec notre alimentation, se conserve, mais le cerveau vieillit toujours à la même vitesse. Je ne sais pas si 40 ans après, c'est toujours la même chose. Et la deuxième chose, j'ai toujours pas compris comment on pourrait expliquer la conscience de notre cerveau. Alors là, si vous posez une question comme ça à la fin, c'est... Mais je suis en train d'écrire un livre là-dessus, ça va me répondre à votre question. Je dis ça le problème de la conscience, comme vous le savez ici, est étudié à fond par les cliniciens, par les physiologistes, par les biologistes les plus fondamentalistes. C'est le grand problème de la conscience et du dysfonctionnement de la conscience qui est étudié ici. On fera plusieurs exposés sur ces sujets. Donc voilà. Enfin, j'ose pas vous conseiller des livres, mais vous avez par exemple vous avez un livre de Stanislas Dehaene qui s'appelle Le Code de la conscience, qui est absolument spectaculaire, et plein d'autres. Il y a des gens d'ici qui ont écrit, donc moi. Donc je veux dire, c'est pas... Mais on reparlera de la conscience. Moi, je vous propose qu'on applaudisse une fois de plus Stéphane, qui a été vraiment exceptionnel. Exceptionnel. Merci.